Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le Média. Nous sommes le jeudi 18 avril 2024. Vous nous regardez en direct sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Pour ne rien manquer l'actualité du Média, abonnez-vous à notre newsletter quotidienne. Rendez-vous sur newsletter.lemediatv.fr. On ne le dira jamais assez, c'est grâce à votre soutien que le Média est la première chaîne télé d'information indépendante au sein d'un écosystème médiatique largement contrôlé par les milliardaires. Vous nous donnez la force de poursuivre la bataille de l'élargissement de la diffusion de notre chaîne de télévision aux autres box qui nous barre encore la route malgré l'agrément de l'Arcom, ce qui, vous l'imaginez, freine notre ambition de constituer un véritable contrepoids aux médias mainstream. Mais on y croit, on persiste, on occupe l'espace, c'est le terrain et on est toujours debout. Et ce soir, je suis en compagnie de Cyril Lemba. Bonsoir. Bonsoir Nadia. On fera un point sur l'actualité avec toi. Puis je recevrai Elsa Marcel, avocate, et Anas Kazib, cheminot et syndicaliste à Sudrail, tous deux militants en Révolution permanente. Nous reviendrons sur la convocation d'Anas par la police antiterroriste dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme suite à des tweets de solidarité avec la Palestine. Il a été entendu hier par la police ainsi qu'un autre camarade de Révolution permanente. Leur cas n'est pas isolé. Ces convocations s'inscrivent dans un processus de criminalisation des voix qui dénoncent le génocide perpétré à Gaza depuis le 7 octobre, dont peut témoigner Elsa Marcel qui assure la défense de nombreux clients accusés d'apologie du terrorisme. A-t-on encore le droit en France de soutenir la Palestine? La question reste entière. Au programme de la seconde partie d'émission, le fond de l'info avec Mathieu Slama, essayiste, et Paul Hellec, tous deux chroniqueurs politiques aux médias. Nous reviendrons très largement sur la prise de parole de Gabriel Attal depuis le parvis de l'hôtel de ville de Viry-Châtillon dans l'Essonne, où le jeune Shemseddine est mort sous les coups d'un groupe de jeunes près de son collège. Emmanuel Macron a demandé au Premier ministre de lancer une concertation pour trouver des solutions au surgissement de l'ultra-violence, en particulier parmi les jeunes. Un petit résumé des grandes lignes de son plan d'action contre les violences des mineurs, répression des jeunes, criminalisation des parents dits défaillants et déresponsabilisation de l'État. Nous discuterons également des appels à l'annulation répétés des conférences sur la Palestine où les élus de la France insoumise interviennent. Hier, c'est la conférence de la candidate aux européennes Rima Hassan et du leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon à l'université de Lille prévue ce jeudi 18 avril qui a été annulée. À Aix-Marseille, sa reprogrammation aujourd'hui dans un lieu privé a été interdite par la préfecture, tandis que la réunion publique à laquelle devait participer le député LFI Sébastien Delogu a été annulée à la faculté d'Aix-Marseille. Une autre conférence de Jean-Luc Mélenchon prévue le 10 avril à l'université Rennes 2 avait été annulée in extremis par l'établissement pour des raisons de sécurité. Que vise cette censure? À qui profite cet acharnement contre la France insoumise? Et pourquoi maintenant? On en discute tout de suite après le bulletin d'information présenté par Cyril Lemba. Gabriel Attal a annoncé ce matin à Viry-Châtillon son plan d'action contre la violence des mineurs. Oui Nadia, il a prononcé son discours sur l'autorité et la violence de la jeunesse dans la commune où Shemseddine, 15 ans, est mort il y a quelques jours, passé à tabac près de son collège. Après avoir évoqué la tragédie de ce décès et le destin brisé de l'adolescent, il a insisté sur le sursaut d'autorité dont les jeunes auraient besoin. On l'écoute. C'est pour cela que nous avons besoin d'un vrai sursaut d'autorité. Ce sursaut d'autorité, c'est une réponse à l'incompréhension, la sidération, oui, la sidération de nos concitoyens. C'est savoir reconnaître que si nous avons, je crois, profondément réussi à réarmer financièrement et matériellement nos forces de l'ordre, notre système judiciaire, et j'y reviendrai, nous ne sommes pas encore parvenus à inverser cette forme de spirale de l'affaissement de l'autorité. Le président de la République lui-même a appelé à un réarmement civique, notamment dans notre jeunesse. Son discours général a mélangé plusieurs sujets, désigné plusieurs cibles, sanctions contre les parents, points retirés pour les élèves perturbateurs, place en internat, islam, réseaux sociaux et encore plein d'autres choses. Tout ceci sera largement développé dans le fond de l'info avec Paul Hellec, Mathieu Slama et toi Nadia. Jeune encore dans le viseur du gouvernement en Guadeloupe, Gérald Darmanin décrète un couvre-feu pour les mineurs. Oui, à peine arrivé à Pointe-à-Pitre, le ministre de l'Intérieur a indiqué que dès la semaine prochaine, les mineurs de moins de 18 ans ne devront plus être dans les rues de la sous-préfecture de Guadeloupe après 20h. On l'écoute. Et donc j'ai demandé, suite à une discussion avec monsieur le maire et avec madame la ministre des Outre-mer, à monsieur le préfet de prendre un couvre-feu pour les mineurs
qui va s'appliquer à partir du début de semaine prochaine, pendant les 2 prochains mois. Donc tous les mineurs de moins de 18 ans ne pourront pas circuler dans les rues de Pointe-à-Pitre après 20h. Et la police nationale appliquera à la lettre évidemment ces demandes. Les parents doivent s'occuper de leurs enfants. Ceux qui ont des difficultés sociales peuvent être accompagnés par le service de l'État, du département ou de la mairie. Mais il s'agit évidemment de rappeler à chacun son rôle de parent. On ne peut pas laisser des enfants de 12, 13, 14 ans avec des armes circuler à 22h dans la rue, sans prendre à des policiers, sans prendre à des touristes, sans prendre à des passants. Et donc cette mesure de fermeté est un rappel, pour chacune et chacun, que les mineurs sont sous la responsabilité des parents et que tous ceux qui seront après 20h en libre circulation seront interpellés et présentés bien évidemment à des sanctions. Le maire Europe Écologie Les Verts de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, s'est félicité de l'annonce du ministre de l'Intérieur. Dans Le Monde, il déclare, je cite, « Voilà quelque chose de concret. Avant, c'était 12% de mineurs dans les commissions des délits. Maintenant, c'est 38% des faits délictueux. » Plus globalement, en Guadeloupe, selon la préfecture, il y a 6 fois plus d'homicides, 9 fois plus de tentatives d'homicide, dont la moitié par arme à feu, et 20 fois plus de vols à main armée que la moyenne nationale. Harry Durimel avait menacé de démissionner si rien n'était fait. Il semble avoir été entendu. Il a expliqué à l'AFP qu'il souhaite faire de Pointe-à-Pitre un petit territoire de 2,6 km², un laboratoire de sécurité républicaine. Ce type de mesure d'exception dans un territoire d'outre-mer n'est jamais bon signe, car pendant ce temps-là, on n'avance pas aussi vite sur les problèmes d'eau récurrents sur l'île. Des affiches qui font la promo de la transphobie, enfin retirées à Paris et à Lyon. Effectivement, Transmania, c'est le nouveau livre des activistes Marguerite Stern et Dora Muto, proches de l'extrême droite, et connues pour lutter contre les droits des personnes transgenres. Elles veulent notamment les exclure des combats féministes. Plusieurs personnes sur Twitter ont découvert des affiches qui font la promo dans les rues de Paris et ont directement interpellé la municipalité. Emmanuel Grégoire, premier adjoint, a rappelé sur X que la transphobie est un délit et a ajouté que la haine de l'autre n'a pas sa place dans notre ville. Paris n'est pas la vitrine de cette haine crasse. À sa demande, la publicité a été retirée des panneaux JC-Déco. La mairie de Lyon a également obtenu le retrait des affiches. Les autrices, quant à elles, dénoncent une censure. Leur livre raconte, je cite, l'histoire d'un des plus gros cases conceptuels du siècle que nous allons te raconter. L'idéologie transgenre est en train de s'infiltrer dans toutes les sphères de la société. Derrière les paillettes se trouve un projet politique néfaste qui s'apprête à bouleverser notre rapport au réel. Et oui, rien que ça. Une pétition a été lancée pour demander le retrait du livre du marché. Elle rappelle, l'homophobie est punie par la loi d'1 an de prison et 45 000 € d'amende. Et cela est une discrimination comme une autre. À rebours de ce que brandissent ces activistes, les personnes transgenres sont de plus en plus marginalisées et violentées. SOS Homophobie alerte dans son dernier rapport d'un pic de violence contre les personnes trans entre insultes, menaces et agressions physiques. Entre 2020 et 2022, les témoignages de transphobie ont augmenté de 35% et dans 20% des cas, cette violence s'exprime dans les commerces et services, refus de soins, d'être servi, rejet à l'école ou au travail. 59% des personnes trans en France déclarent avoir été discriminées dans les 12 derniers mois en raison de leur orientation sexuelle ou de leur transidentité, selon une enquête réalisée en 2019 par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Une négation de leur identité, de leur vécu et de leur souffrance. Les associations et militants pointent une inaction de l'État français. Et on conclut comme souvent avec l'actualité internationale. L'UNRWA alerte sur la volonté d'Israël de le démanteler. L'UNRWA, l'agence des Nations Unies chargée d'aider les Palestiniens, est dans le viseur de l'État israélien. Le patron de cette agence, Philippe Lazzarini, dénonce, je cite, une campagne insidieuse visant à mettre fin aux opérations de l'UNRWA avec de graves implications pour la paix et la sécurité internationale. Pour les Israéliens, l'un des objectifs principaux de l'UNRWA est d'endoctriner les enfants palestiniens avec l'idée qu'ils peuvent détruire Israël par leur retour. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur israélien à l'ONU, Gilad Erdan. Si Israël parvient à ses fins, c'est-à-dire le démantèlement de cet office créé en 1949, cela risquerait d'accélérer la famine à Gaza. La situation humanitaire y est catastrophique après 6 mois de conflit. Philippe Lazzarini indique que l'UNRWA se voit ainsi refuser par les autorités israéliennes l'autorisation de fournir de l'aide dans le nord de l'enclave palestinienne, malgré les ordonnances de la Cour de justice internationale. Hier, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, il a déclaré « À court terme, cela va aggraver la crise humanitaire. À long terme, cela mettra en danger la transition d'un cessez-le-feu vers le jour d'après en privant une population traumatisée des services essentiels. »
Merci beaucoup Cyril Mba pour ce bulletin d'information. Reste avec nous. J'accueille dans quelques instants Elsa Marcel, avocate, et Anas Kazib, cheminot et syndicaliste à Sudra, et tous deux militants Révolution Permanente. Nous reviendrons sur la convocation d'Anas par la police antiterroriste dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme suite à des tweets de solidarité avec la Palestine. Il a été entendu hier par la police ainsi qu'un autre camarade de Révolution Permanente. Leur cas n'est pas isolé. Ces convocations s'inscrivent dans un processus de criminalisation des voix qui dénoncent le génocide perpétré à Gaza depuis le 7 octobre, dont peut témoigner Elsa Marcel qui assure la défense de nombreux clients accusés d'apologie du terrorisme. Le temps de changer de plateau. On vous rappelle que les autorisations des 15 chaînes nationales de la TNT arrivent à échéance en 2025. L'ARCOM a donc lancé un nouvel appel à candidature qui représente un nouveau défi majeur pour le média. Nous allons déposer un dossier de candidature pour être diffusé sur la TNT. Une tâche loin d'être simple. C'est pourquoi l'on se tourne vers vous, spécialistes des médias, de la télé, juristes, experts, techniques. Aidez-nous à monter ce dossier de candidature et marquer un nouveau tournant historique dans l'histoire des médias indépendants et engagés. C'est du jamais vu. Les Français ne le savent peut-être pas. Il y a 15 chaînes qui arrivent au bout de leur autorisation. Il y a LCI, il y a BFM, il y a W9, il y a TMC, il y a C8, il y a CNews. Leur fréquence est remise en jeu. Qui prendrait alors leur place? Le jeu est ouvert, Et le régulateur choisit en fonction des critères qui sont posés par la loi, d'abord le pluralisme, avoir une grande diversité d'opérateurs, et puis bien évidemment l'intérêt du public pour offrir une grande palette de programmes, des chaînes généralistes, des chaînes d'information, des chaînes thématiques. C'est entendu. Le média relève le défi. Nous l'affirmons, nous voulons candidater et débarquer sur la TNT. Nous y avons toute notre place. Jamais un média citoyen n'a pu être diffusé sur ces fréquences qui, pourtant, appartiennent à toutes et à tous. Il est temps que ça change. Nous avons besoin de vous. Spécialistes des médias et de la télé, juristes, experts techniques, aidez-nous à monter notre dossier de candidature. Contactez-nous sur tnt@lemediatv.fr. Rejoignez-nous dans cette folle aventure. Ensemble, imposons une chaîne d'infos populaire, indépendante et engagée sur la TNT. Anas Kazib est syndicaliste et militant à Révolution Permanente. Avec un camarade de lutte, il a été convoqué mardi par la police antiterroriste dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme suite à des tweets de solidarité avec la Palestine. Je le disais, leur cas n'est pas isolé. Ces convocations s'inscrivent dans un processus de criminalisation des voix qui dénoncent le génocide perpétré par Israël à Gaza depuis le 7 octobre, dont peut témoigner Elsa Marcel, avocate, qui assure la défense de nombreux clients accusés d'apologie du terrorisme. Bonjour Elsa. Bonjour. Bonjour Anas. Bonjour. Anas, avant de parler de ton interrogatoire, est-ce que tu peux nous rappeler la teneur des messages publiés sur Twitter qui ont motivé l'ouverture d'une enquête contre toi pour apologie du terrorisme? Principalement, ils évoquent un tweet et 3 posts retweetés. Une de la présidente de la Commission européenne. Qu'est-ce qu'il dit ce tweet ? En fait, elle appelle à un soutien clair à Israël de pouvoir se défendre. Et je dis, ils sont du côté du boucher. Il y a la position de Révolution Permanente dans notre article que j'ai retweeté. Et un tweet classique, de soutien sur la question de la colonisation, de l'apartheid, etc. Après, tout ça, sincèrement, c'est... Moi, je réponds à la question, mais c'est totalement bullshit, quoi. Peu importe ce qui avait été écrit, tout ça n'est que monté de toutes pièces. On est plus d'une quarantaine de militants politiques, syndicaux qui sont visés très clairement par la jeunesse juive de France, qui est un mouvement qui est assimilé à l'extrême droite, qui retweet à tour de bras Reconquête, Éric Zemmour, etc., qui n'ont pas de problème là-dessus, qui qualifient le drapeau palestinien de drapeau nazi. Donc il faut savoir qui sont les ennemis qui nous attaquent. La question, c'est pas les tweets qui les intéressent, c'est qu'ils ont saisi la balle au bon, ils ont vu le contexte autoritaire, réactionnaire, pour pouvoir avoir ce terrain-là propice pour mener ces attaques. Je ne sais pas encore, et on ne sait pas qui est attaqué avec nous. On connaît certains, notamment des universitaires, qui pour l'instant gardent anonymement leur convocation. Mais très probablement, on parle de personnes comme Philippe Poutou, comme Jean-Luc Mélenchon, Thomas Porte, Daniel Obono,
Donc voilà, ils veulent essayer de faire, je crois, le procès politique du siècle, peut-être, ou de la décennie, ou je ne sais quoi, où en fait on a envie de mettre dans le box des accusés Anas Kazib, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Daniel Obono, des syndicalistes de la CGT, de Solidaire, etc. C'est-à-dire toutes les personnes qui véhiculent un discours de soutien au peuple palestinien, qui ont tenu fièrement cette position, et qui, je veux dire, on a raison depuis le départ. C'est-à-dire aujourd'hui, les chiffres macabres parlent d'eux-mêmes. L'ONU vous donne raison aussi. Donc, je veux dire, tout nous donne raison, des sociologues, des historiens, des chercheurs, des spécialistes. Je veux dire, on n'invente rien. On n'a pas. Moi, j'ai jamais été en Palestine. Je fais aucune recherche sur la Palestine. Les données que moi et d'autres dénonçons ou dont on parle dans nos meetings, dans nos interviews, etc. Ce sont des éléments qui sont recherchés, sourcés. Je veux dire, lorsqu'on cite Ilan Pappé, lorsqu'on cite Ronnie Broman, etc. Enfin, je veux dire, il y a des personnes sérieuses, importantes, qui font des conférences à Harvard, dans des facultés à Londres, etc., qui témoignent de ce qui est en train de se passer clairement, qui sourcent les choses et sur lesquelles on s'appuie. Et nous, ça nous vaut aujourd'hui des convocations pour apologie du terrorisme. Avec un camarade de lutte, tu as été entendu mardi par la police antiterroriste. Tu évoques un interrogatoire politique. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Faut savoir qu'il y avait plus de 7 pages de questions. Surtout, on me demande mes liens avec Révolution Permanente, on me demande de savoir si je connais tel militant de Révolution Permanente, tel autre militant de Révolution Permanente, qui gère les réseaux sociaux, qui gère mes réseaux sociaux, etc. Enfin, on me pose des questions. Qu'est-ce que vous pensez d'Israël ? Qu'est-ce que vous pensez de Netanyahou ? Qu'est-ce que vous pensez du Hamas ? Qu'est-ce que vous pensez du Fatah ? Enfin, Et à chaque fois, tu réponds ou pas ? Nous, la défense qu'on a fait, c'est qu'on a fait une déclaration claire, qui, je veux dire, est notre position politique et assumée. Dans ce plateau même, sur la question parce que c'est ça ce qu'on essaie de nous faire porter. On essaie de nous faire porter la responsabilité du 7 octobre ou un soutien au fait de tuer des civils, etc. Enfin, même dans ma déclaration, ce que je dis à un moment donné, je dis que même sur le plateau du Média, le 8 novembre dernier, c'est-à-dire j'ai pas attendu la convocation, ici en plateau, il y avait Sandrine Rousseau, il y avait Mathieu Slama, il y en avait d'autres, où j'ai dit très clairement qu'on condamnait la tuerie de civils et les prises d'otages de civils, que c'était pas des méthodes que nous on revendiquait. Donc on a fait une déclaration, derrière on a gardé le silence, parce que c'est 50 questions qui en fait cherchent simplement à nous attribuer des choses qu'on n'a ni dit, ni revendiqué, ni fait. Même pour vous dire, à un moment donné, il y a une question sur laquelle je tique avec mon avocate, qui est pas Elsa, parce que Elsa, elle a accompagné le camarade de Révolution Permanente. Moi, j'étais avec Roman Bartoli. Et à un moment donné, la question du policier, c'est donc, vous considérez que le Hamas est une organisation de résistance. La question juste avant, c'était, qu'est-ce que pour vous la résistance ? Je dis, sur les conseils de mon avocate, je souhaite garder le silence. Et la question d'après, il a déjà préempté, c'est-à-dire il a préparé une audition où il a préempté une réponse où il me fait dire, donc pour vous, la résistance, c'est le Hamas. Et je lui dis, c'est bizarre quand même, vous me demandez donc pour vous, alors que la question depuis 10 questions précédentes. Et puis il a vu qu'il était gêné quand même, parce que je lui dis, en fait, peu importe ce que je peux dire, vous avez déjà préparé les questions. Et puis il me dit, oh, je peux enlever donc et transformer. Je dis, mais transformez ce que vous voulez. Mais pour dire à quel point c'est éminemment politique, ce qui est en train de se passer. Éminemment violent, et que c'est pas, que je veux dire, c'est pas l'affaire de Anas Kazib. Très sincèrement, c'est pas mon affaire à moi. Comme je l'ai dit, j'ai cité, il y a d'autres militants qui ont été convoqués, d'autres qui vont être convoqués demain, et que la réalité, c'est qu'on essaye de mettre un coup de pression générale sur tous les soutiens au peuple palestinien. Il y a une situation profondément réactionnaire ici en France, d'accord ? Moi, je dis aux gens qui regardent cette émission, cherchez pas à être d'accord avec Anas Kazib. C'est pas l'objectif. Cherchez pas à être d'accord avec Jean-Luc Mélenchon ou avec Philippe Poutou ou je ne sais qui. La question, elle est pas là. Elle est une question de liberté démocratique, de liberté d'expression, de la possibilité d'être des opposants politiques, la possibilité d'incarner autre chose.
Moi, je ne demande pas à Meyer Habib d'être convoqué pour apologie du terrorisme. Je dénonce chacune des mots et des phrases qui sortent de sa bouche. Mais je ne demande pas que Meyer Habib soit convoqué. Il défend l'État d'Israël, il défend la politique de Netanyahou, il dit que il est pour une politique qui est limite de messianique, quoi. Je veux dire, quand on dit c'est la Judée-Samarie, etc. Enfin, quand on utilise la Bible c'est vrai que c'est pas très laïque. Comme projet politique, je veux dire, mais je demande pas ça. C'est-à-dire, il est dans son, mais qu'on nous autorise à nous d'être des opposants politiques. Qu'on nous autorise à nous d'être opposés à Meyer Habib, d'être opposés à Emmanuel Macron, etc. Et c'est ça ce qui est profondément dangereux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on essaye de nous faire taire. Quand on met 1 an ferme pour un tract de la CGT à Jean-Paul Delesco, 1 an de sursis, pardon, à Jean-Paul Delesco, 7 000 € d'amende pour un tract de la CGT, mais c'est profondément scandaleux. C'est pour moi, tout ça doit montrer que c'est une attaque large et de plein fouet qu'on est en train de tous se prendre et que c'est pas juste une histoire, est-ce que ce mot-là, parce que, pourquoi je dis ça? Parce que je veux pas que les gens tombent sur, mais ce mot-là, peut-être t'aurais dû le mettre avant, t'aurais dû peut-être mettre une virgule, t'aurais dû mettre peut-être deux. Après, non, je veux pas qu'on rentre là-dedans. Je considère que... C'est des reproches qu'on t'a fait? Non, c'est pas ça, mais c'est que je pense que quand on cherche, on essaye après de rentrer comme d'un point de vue comme si c'était normal ce qui était en train de se passer, comme si en fait ça n'existait pas les procès politiques, ça n'existe pas les attaques politiques, etc. Si, lorsque vous décidez de prendre l'ensemble des personnalités importantes de ce pays, de la gauche et de l'extrême gauche, que vous laissez de côté toutes les personnes de droite, candidat à la dernière élection présidentielle. Et c'est ça en fait, c'est notamment à 3 mois des Jeux Olympiques. Faut pas croire que faire taire les syndicalistes, c'est aussi éloigné de tout ça, quoi. Bon, tu es sorti libre de ton audition, mais quelles suites peuvent être données à cet interrogatoire? Quelle suite, je sais pas. Moi, je pense qu'ils peuvent me reconvoquer une deuxième fois, peut-être. C'est un procès. Ils peuvent décider de faire un procès derrière pour apologie du terrorisme. Quand on voit là pour le cas du camarade de la CGT, c'est ce qui lui est arrivé. Je veux dire, c'est incroyable en fait d'en arriver jusque là. Et puis ça peut aller très loin. Je veux dire, on peut faire de la prison ferme. On peut se retrouver avec les lois séparatisme, etc., etc. Moi, je suis binational. Il peut y avoir des attaques beaucoup plus larges et fortes. Mais bon, après... Pourrait te déchoir ta nationalité, Elsa? Ça serait possible, ça? Le problème, c'est qu'il y a un débat juridique et il y a un débat politique. Enfin, ça peut faire partie des fondements d'échange de nationalité, mais après, je veux dire, ça impliquerait un niveau d'offensif que je suis pas sûre qui correspond à ce qu'ils veulent mettre non plus, parce que en fait, déchoir de sa nationalité un représentant syndical, une personnalité politique, une figure populaire dans tout un tas de secteurs de la population, je veux dire qu'ils y aillent, à mon avis, il y aura du monde pour le défendre, quoi. Elsa, tu assures la défense de nombreux clients accusés d'apologie du terrorisme. Ce jeudi 18 avril, le responsable CGT du Nord, Jean-Paul Delesco, a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Le militant syndicaliste avait estimé le 10 octobre dernier que les attaques menées par le Hamas constituaient des réponses provoquées par les horreurs de l'occupation illégale d'Israël. Est-ce qu'on doit comprendre que toute tentative d'explication sur les causes du conflit israélo-palestinien pourrait tomber sous le coup de la loi? Peut-être pour comprendre un peu, effectivement, 1 an avec sursis, c'est pas rien. C'est une peine qui est très très lourde. Moi, j'avais défendu un ancien élu municipal qui a été condamné à 4 mois avec sursis. Donc on fait appel de la décision, mais c'est pour dire que ce sont des peines qui sont extrêmement lourdes. Et peut-être pour dézoomer un peu et comprendre comment on en arrive là, puisque moi je rejoins un certain nombre de choses que disait Anas. Et comprendre en fait pour moi la manière dont l'infraction d'apologie du terrorisme est utilisée aujourd'hui, c'est le produit d'une longue évolution législative et la construction d'un arsenal en fait parfait pour ce type d'usage, puisqu'il faut savoir que l'infraction d'apologie du terrorisme telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, en fait c'est très récent, c'est-à-dire que c'est la combinaison d'une loi de 2014 et de la loi séparatisme de 2021 qui en permettent l'usage aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant 2014 l'apologie du terrorisme c'était dans la loi sur les délits de presse, donc ça avait un certain nombre de conséquences. Déjà, idéologiquement, on comprend un peu l'esprit de la loi, c'est-à-dire que c'était un débat qui se menait sur le terrain de la liberté d'expression, de savoir est-ce que tel propos, ça relevait de la liberté d'expression ou ça l'outrepassait, mais c'était dans ce cadre-là. Et puis ça avait des conséquences très concrètes, puisque des délits de presse, ça peut pas être jugé en comparution immédiate, les peines sont moins lourdes, etc. En 2014,
Cazeneuve change ça. Donc, il faut savoir qu'entre 1994 et 2014, il y a 14 condamnations pour apologie du terrorisme. Après la loi de 2014, sur la seule année 2015, on tombe à plus de 330, dont la moitié à des condamnations à des peines de prison ferme. C'était sous un gouvernement socialiste. Sous un gouvernement socialiste. Donc c'est évidemment lié au contexte et aux attentats abominables qui ont eu lieu, mais ça a été utilisé pour approfondir un tournant sécuritaire beaucoup plus grave, puisque à l'époque déjà, Jacques Toubon, qui était défenseur des droits, dénonçait cette loi en la présentant comme un fiasco judiciaire. Amnesty International, il y avait même une déclaration d'Henri Leclerc, qui est un avocat très connu, qui disait c'est une loi qui a servi à enfermer des ivrognes et des enfants, puisqu'en fait, ça permet de condamner très vite, très fort, sur la base de propos, parfois confus, parfois etc., mais qui n'ont pas grand rapport, en fait, avec la commission ou le lien avec la moindre entreprise terroriste. Et depuis 2021, avec la loi séparatisme, une particularité, c'est important, puisqu'il y a une des personnes dans le cadre de toutes ces condamnations qui a écopé de ça aussi, on peut être inscrit au FIGET pour une condamnation pour apologie. C'est-à-dire qu'avant 2021, le fichier des auteurs des infractions terroristes, avant 2021, il y avait une exception, c'est-à-dire que s'il y avait une condamnation sur le fondement de l'apologie, on n'était pas inscrit à ce fichier-là. 2021, loi séparatisme, on ajoute l'apologie comme fondement de l'inscription au FIGET, et ça a des conséquences énormes, puisque vous imaginez, par exemple, une des personnes là, qui a été convoquée à Montpellier, inscription au FIGET, imaginez-vous ce que ça donne lors d'un contrôle d'identité, lors d'un passage à l'aéroport, etc. Je veux dire, c'est d'une lourdeur extrême. Et moi, ce qui m'interroge effectivement dans les procédures qui s'accumulent aujourd'hui, bon, je pense qu'un certain nombre des personnes qui ont été condamnées font appel, d'autres ne sont pas encore poursuivies, il y a encore des inconnus. Deux choses. La première, c'est quelque chose qui est très peu discuté quand même, et je m'étonne de ça, c'est qu'en 2022, donc c'est récent, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour son application de cette loi de 2014, en disant une chose très claire, en appelant à un usage mesuré de la voie pénale, dans la mesure de la répression pénale, de la sanction pénale, dans la mesure où on est en fait sur le terrain de la répression de propos, et en disant, elle condamne la France, donc il faut quand même se rendre compte de ça, en disant la sanction pénale telle qu'elle est utilisée par cette loi, elle joue un rôle dissuasif vis-à-vis de l'exercice de la liberté d'expression. Donc c'est non seulement qu'elle condamne les gens, mais qu'en plus qu'elle met en place une espèce de chape de plomb sur le débat public, puisque les sanctions sont tellement lourdes que ça joue un rôle même dissuasif. C'était une invitation à abroger cette loi, ou au moins la réviser. Moi, j'interprète cette décision comme ça, évidemment. C'est une remise en question, en fait, des peines qui sont associées à cette loi. La France, alors là, je pense, n'en prend absolument pas acte. Et ce qui est en train de se jouer, pour moi, est très significatif, puisque Anas le disait, pour moi, le débat ici, c'est pas de savoir, je veux dire, quand vous plaidez ce type de dossier devant un juge, c'est pas de le convaincre qu'il faut penser telle ou telle chose sur le conflit, la guerre entre la Palestine et Israël, sur le 7 octobre, etc., c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que ça appartient au débat public. Et si vous voulez, moi, je suis extrêmement inquiète de ce qui est en train de se passer, parce que y a des propos qui, pour moi, sont tenus par des historiens, des chercheurs, des journalistes, voire des rapporteurs de l'ONU, je pense à Francesca Albanese, qui, en France, pourraient être criminalisables. Je me souviens qu'elle avait tweeté, il y a eu une espèce de joute avec Emmanuel Macron au moment de l'hommage aux victimes du 7 octobre, où elle avait tweeté... Elle avait dit que c'est pas un pogrom, c'est ce que qu'elle avait dit. Je me rappelle plus je voudrais pas mal la citer, mais en gros, elle explique que ça s'inscrit dans un contexte colonial, tout en envoyant sa solidarité aux victimes. Et je veux dire, c'est des propos qui potentiellement pourraient être criminalisables. Et moi, je voudrais interpeller sur une chose, c'est que au-delà de la question palestinienne, c'est une attaque en direction de toutes les libertés démocratiques, puisque à ce rythme, je ne sais pas ce qui empêche demain Gérald Darmanin de considérer qu'on fait de l'apologie de l'écoterrorisme quand on soutient des militants à Sainte-Soline, etc. Alors on va continuer à parler de ces affaires pour apologie du terrorisme. Et nos collègues sont à Lille en ce moment et ils vont devoir quitter le rassemblement très vite, donc on va leur donner la parole. Hier, Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan devaient donner une conférence organisée par l'association étudiante Libre Palestine au sein de l'université de Lille. L'événement a finalement été annulé par l'université qui reconnaît dans un communiqué à demi-mot avoir cédé aux pressions. Cette dernière estimait que les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sécurité des débats. Et suite à cette annulation, la conférence a été déplacée cet après-midi dans la salle impériale de Lille, un lieu privé donc, mais la préfecture du Nord a décidé à son tour d'annuler l'événement. La France Insoumise a appelé dans un communiqué à se rassembler dès 18h30 sur la place Van Ondeker, je le dis peut-être mal, de Lille. Nos journalistes Nicolas Maillard et Julie Despio sont sur place pour suivre le rassemblement. Bonsoir Julie.
Bonsoir Nadia. Alors vous êtes Oui. actuellement, vous êtes sur cette place et l'on voit donc ces images de la foule où les gens commencent à se rassembler. Oui, c'est ça, nous sommes à Lille, donc à la place Van Ecker, où comme vous le voyez derrière moi, donc il y a une foule de personnes, plus d'une centaine de personnes sont présentes actuellement et plus d'1 millier de personnes sont attendues par les organisateurs. D'ailleurs, pour la petite anecdote, 1200 personnes étaient attendues lors des conférences qui devaient avoir lieu à l'université de Lille. Donc, les organisateurs attendent plus de personnes pour cet événement qui est ici à ciel ouvert. À noter que l'événement est un événement spontané qui a été organisé sur les réseaux sociaux en quelques heures. C'est pour ça qu'ici aux médias, nous sommes précipités à Lille pour voir ce qui allait se passer sur place. On nous a dit que cet événement a été déclaré par la préfecture, mais celle-ci n'a pas eu le temps de répondre, ce qui n'a pas empêché les militants insoumis de venir en masse, comme vous pouvez le voir autour de moi. Mais ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés des militants de lutte ouvrière, des jeunes communistes, de l'Union communiste libertaire, la CGT. Nous avons vu des drapeaux palestiniens, des militants étudiants de l'UNEF ou encore l'Union étudiante, la NPA, excusez-moi. Et nous avons donc parlé avec Isabelle qui s'est dit touchée par la participation d'autres mouvements politiques à cet événement. Le mot d'ordre de ce rassemblement est « Nous ne nous tairons pas, nous ne céderons pas ». Nous l'avons vu aujourd'hui, Manuel Bompard a tweeté, je cite, que cette censure sonne comme un acharnement totalement intolérable en pleine campagne électorale européenne, mais aussi un précédent extrêmement grave pour notre démocratie. Dans quelques minutes, juste derrière moi, Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan prendront la parole. Donc, ils reviendront sur la situation palestinienne, mais également sur la censure qui nous amène ici à Lille aujourd'hui. Ce discours sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. On a parlé avec quelques personnes donc présents sur place ici. On retrouve des éléments en langage commun avec les militants de la France insoumise. Par exemple, nous avons parlé à Jean, 19 ans, étudiant, qui nous a dit, je cite, « On est là pour montrer que les insoumis portent bien leur nom, que la censure ne nous fera pas taire, qu'ils ne peuvent pas annuler nos événements en pleine campagne. » Jean dénonce des pratiques autoritaires et antidémocratiques devenues tristement habituelles contre la France insoumise. En effet, ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise voient leur conférence interdite. Oui, en effet, Nadia. Déjà en avril, à Rennes 2, une conférence avec Jean-Luc Mélenchon et Emma Fourreau, candidate elle aussi aux élections européennes, a été annulée pour cause de menaces islamistes. Et en octobre dernier, également, à l'Université de Bordeaux, a été annulée une conférence pour risque de trouble à l'ordre public. Alors, risque de trouble à l'ordre public, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on a pu lire l'arrêté de la préfecture qui parle de problèmes de sécurisation, de dérives antisémites ou encore de contre-manifestations. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a une sacrée ambiance, de la musique. Je pense que Jean-Luc Mélenchon va pas tarder à parler. À chaque fois, en tout cas, les raisons de l'annulation de ces conférences sont des pressions extérieures au mouvement. Les insoumis se plaignent d'une chasse aux sorcières. Et ce matin encore, le sénateur des Bouches-du-Rhône, LR, Stéphane Le Rudulier, demandait la dissolution de la France insoumise sur Twitter. Malgré tout ça, comme on peut le voir ici, les insoumis sont motivés à continuer la campagne européenne. Julie, j'imagine que la police est présente. Quelle est l'attitude, on va dire, des forces de l'ordre ? La police est présente, Julie ? Il n'y a pas trop de présence policière, juste ce qu'il faut pour la sécurité, mais les insoumis et les manifestants sont assez tranquilles ici à Lille. Merci beaucoup Julie Desbiot. Anna Selza, cette annulation de la conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan à l'Université de Lille, c'est une offensive grave contre le droit de réunion en pleine campagne des européennes. Un nouveau cap répressif vient d'être franchi par l'État dans la répression contre toute forme de Palestine, selon vous? Moi, je trouve c'est profondément scandaleux. Je veux dire, le propre même des meetings, c'est pouvoir avoir un discours politique opposé au discours du gouvernement. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils utilisent les préfets, ils utilisent tout. Enfin, je veux dire, il y a un bloc réactionnaire profondément solide qui va de Macron jusqu'à Zemmour aujourd'hui. C'est ça. Il y a un bloc qui est clair là-dessus. Il y a un virage totalement à droite de l'ensemble des médias.
Citez-moi un seul réfugié palestinien qui a pu s'exprimer une fois dans un média en 7 mois, d'accord, où les soutiens de l'État d'Israël, etc., peuvent s'exprimer régulièrement, des porte-paroles de l'armée, etc. De l'autre côté, les réfugiés palestiniens, les associations palestiniennes, AFPS, Euro-Palestine, on les entend et ici d'autres aux médias n'ont jamais été invités. Je veux dire, aujourd'hui, on voit même que des gens comme Dominique de Villepin, contre lequel on a lutté en 2006, il y a une fame autour de Dominique de Villepin parce que en fait, c'est le seul personnage qui a le droit d'intervenir en disant 2-3 bricoles sur le peuple. Il a été accusé d'antisémitisme. Et encore, et donc c'est dire le niveau, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit, en fait, en tant que personnalité de gauche, en tant que militant antiraciste, militant anti-impérialiste, etc., de pouvoir s'exprimer. Et ça va avec tout. Je veux dire, il y a une dérive très dangereuse qui est en train de mener l'État. Moi, je pense que ça va se retourner contre eux. Je pense que ça va se retourner contre eux parce qu'on est en train de voir l'attitude du macronisme qui est totalement fragilisée depuis quelques années, qui est en train de jouer avec le feu. Et moi, je le dis, moi, je suis un militant marxiste. C'est-à-dire que moi, je suis militant révolutionnaire. Je suis pour en finir avec le système capitaliste. Mais je pense que les bourgeois, d'accord, savent pertinemment qu'il y a besoin, pour que leur système continue à perdurer, d'avoir un certain équilibre. Et quand vous fragilisez une personne qui fait 22% au premier tour, qui dit « moi, allez dans les urnes, votez, inscrivez-vous dans les urnes », vous allez vous retrouver avec des gens qui vont vouloir dépasser ça. D'accord ? Raymond Soubé avait dit à l'époque du mouvement des Gilets jaunes, il avait dit à Macron « attention Emmanuel Macron, parce qu'à force de ridiculiser les directions syndicales, vous allez vous retrouver avec des travailleuses et des travailleurs qui vont être beaucoup plus radicaux parce qu'ils vont comprendre que ça ne sert à rien, tout ce système institutionnel, et que les gens derrière, ils vont lutter. Et je pense qu'ils jouent avec le feu aujourd'hui. Alors malheureusement, ça se fait d'une manière très parfois qui peut apparaître démoralisante. C'est-à-dire aujourd'hui on a eu l'article du Monde où on voit qu'il y a des gens de la communauté musulmane qui quittent la France, qui vont vivre au Canada, à Dubaï, au Maroc, depuis le 7 octobre. Qui ont un peu les moyens parce qu'il faut être bilingue, il faut avoir un certain niveau scolaire, etc. Je veux dire, quand tu es une femme de ménage ou quand tu es un cheminot ou un ouvrier chez Citroën, ça vaut pas vraiment le coup d'aller faire le ménage à Casablanca ou à Dubaï. Ça change rien du tout. Par contre, quand tu peux faire valoir tes diplômes et autres et travailler pour des grandes entreprises, ça peut encore se faire. Mais c'est-à-dire que derrière, on laisse énormément de gens subir et souffrir face à tout ça. Et je veux dire par là, pour moi, ce qui est en train de se passer, on l'a vu arriver avec Mariam Abou Daka, les manifestations. Je rappelle qu'on a mis des contraventions à des gens qui, il y a 7 mois, ils ont dit « on ne veut pas qu'il y ait de massacre ». On a mis des contraventions à des gens qui, il y a 7 mois, expliquaient qu'il allait avoir des dizaines de milliers de morts. Aujourd'hui, c'est assez incroyable et c'est totalement réactionnaire par rapport à tous les autres pays. Vous regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis. Je veux dire, les soutiens de Donald Trump, plus de 54% des républicains aux États-Unis sont pour un cessez-le-feu immédiat. Plus de 80% des démocrates, les soutiens de Biden, sont pour un cessez-le-feu. Le porte-parole de la majorité démocrate au Parlement américain, d'accord, a expliqué à la tribune qu'il considérait que c'était, il trouvait normal que des gens se battent pour un seul État palestinien. La France a soutenu quand même le cessez-le-feu au Conseil de sécurité, a voté pour cette résolution. Mais pour moi, tout ça, c'est une mascarade, parce que de l'autre côté, en fait, ils font semblant. Macron fait des tweets sur les colis alimentaires qui sont parachutés au milieu de la mer et qui s'explosent par terre, etc. Ou qui tue même des bénéficiaires. Et de l'autre côté, la réalité, elle est celle-là, elle est celle qu'on vit, c'est-à-dire l'interdiction de meetings, des syndicalistes qui prennent des peines de prison avec sursis, etc., des convocations. Enfin, je veux dire, c'est assez terrible. Et moi, je suis profondément choqué par ce qui est en train de se passer, mais je le dis avec colère, mais pas avec résignation, parce que je pense que la deuxième phase, là, c'est qu'il va falloir qu'on fasse front. Moi, je suis prêt je le dis à ce micro, à discuter avec Jean-Luc Mélenchon, avec Philippe Poutou, Olivier Besancenot, Nathalie Arthaud, tous les représentants des directions politiques, syndicales, etc., qu'on fasse un front. L'heure est à la réconciliation. Parce que moi, l'année dernière, il y avait des casserolades. Il y avait des casserolades où les gens, les ministres, ils osaient même pas sortir du TGV, ou des ministres annulés dans leur agenda, où on savait même pas, en fait, où était terré Emmanuel Macron, où il y avait 3 millions de personnes dans les manifestations parisiennes. Il y avait un niveau de radicalité qui s'exprimait. C'est incroyable
incroyable de se dire qu'un an plus tard, jour pour jour, on se retrouve avec des meetings de candidats à la présidentielle qui ne sont pas annulés une fois, mais à de multiples reprises. C'est-à-dire qu'on utilise en fait tous les artifices et toutes les institutions pour empêcher d'avoir la moindre opposition sur la question du soutien au peuple palestinien. Et pour moi, ça, c'est inadmissible. Et ça, au-delà de le dénoncer, je pense qu'il va falloir commencer à faire front et peu importe nos désaccords, peu importe les stratégies, les revendications qu'on a diverses et variées, je pense qu'il faut voir qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui. Et je pense qu'on est tous attachés, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, moi, Nathalie Arthaud ou d'autres, je pense qu'on est tous attachés à la question de la liberté démocratique dans ce pays. Pas Fabien Roussel ? Comment ? Pas Fabien Roussel. Après, je ne sais pas si Fabien Roussel, il fait partie des gens qui sont convoqués pour apologie du terrorisme. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Mais bon, je veux dire par là, après, les fronts, on les fait pas toujours avec les gens avec qui on est d'accord sur tout. Mais je veux dire, pour moi, il faut faire un front large avec toutes les personnes qui considèrent que la situation aujourd'hui, elle est anormale, autoritaire, et qu'on ne peut pas, en fait, laisser Emmanuel Macron servir la soupe. Parce que là, pour moi, il prépare le terrain à Bardella et Le Pen. D'accord ? Ils préparent le terrain. Ils nous appelleront après pour faire le barrage républicain. Quelle va être la différence, en fait, avec Le Pen ? Si vous avez choqué déjà les gens pendant 4-5 ans, vous leur expliquez que oui, c'est quoi le problème avec Le Pen ? Avant, il y avait des meetings même de Mélenchon qui étaient interdits. Il y avait des amendes, il y avait des manifestations avec Emmanuel Macron. Quelle va être la différence avec Le Pen ? Oui, elle va faire un peu plus, mais on nous a déjà habitués. On l'a vu, Elsa l'a cité. Déjà, ça commençait à partir du Parti Socialiste, c'est-à-dire on ouvre la boîte de Pandore et derrière, elle permet de pouvoir continuer les offensives. Donc, le meilleur allié du Rassemblement national, le meilleur allié de l'extrême droite, c'est Emmanuel Macron aujourd'hui. Il est en train de servir la victoire en 2027 sur un plateau d'argent. Je veux dire, Bardella, il est zen. Il peut dire ce qu'il veut sur les plateaux télé. Les gens, leur parti a été fondé par des Waffen-SS. Ils sont acclamés dans des manifestations contre l'antisémitisme. Moi, mon grand-père et mon grand-oncle, ils ont pris des impacts d'obus, des éclats d'obus, etc. Je suis déjà venu sur ce plateau. Moi, mon grand-père, il a traversé la Méditerranée ici pour sauver ce pays, pour lutter contre le nazisme, pour lutter contre l'antisémitisme. Et moi, si je devais regarder mon grand-père aujourd'hui, je lui dirais, ton petit-fils, il est convoqué pour apologie du terrorisme. Mais ceux qui ont été fondés par les SS, eux, il n'y a pas de problème. Ils peuvent aller chez Apolline de Malherbe tous les matins et expliquer à quel point ils sont fantastiques et à quel point ils vont continuer à faire mal aux Noirs et aux Arabes de ce pays-là. Et donc, je pense que tout ça mérite une réponse, mérite un front large. Je pense qu'il faut qu'il y ait des meetings politiques, des blocs de résistance contre l'autoritarisme. Je pense que c'est ça aujourd'hui dans la période. Je pense que les directions syndicales, face à toutes les attaques qu'on est en train de vivre, j'envoie un message à Sophie Binet. Quand le patron d'une des UD les plus importantes de France, il est condamné, la seule réponse que les camarades de la CGT ils doivent dire, c'est la grève. C'est ça, en fait. Vous touchez un militant de la CGT, on va mettre les 700 000 adhérents de la CGT sur le combat. C'est ça, en fait, le message. C'est que ça qu'ils comprennent. Et je trouve qu'il faut qu'on arrête avec les déclarations, etc., etc. Et il faut qu'on commence à voir comment on travaille sur le terrain. Parce qu'on a des forces incommensurables. Il y a les camarades de Solidaire EHESS qui ont été aussi convoqués pour apologie du terrorisme. Je pense qu'il faut un front syndical, un front politique large de combat qui appelle à la mobilisation pour la question de la Palestine, pour ces questions-là, mais aussi pour plein d'autres choses. Parce que je veux dire, quand on dit qu'on va mettre 5 € à celui qui annule son rendez-vous, quand on dit qu'on va augmenter les délais de carence, qu'on va attaquer le droit de grève, qu'on va mettre le SNU obligatoire pour les gamins, enfin je veux dire, il y a 1 milliard d'attaques, et puis l'inflation c'est la merde aujourd'hui, les gens ils n'arrivent pas à bouffer, il y a 1001 raisons, et je pense que les gens attendent ça, attendent une gauche de combat, attendent qu'il y ait un front et un bloc de résistance large aujourd'hui et qui dépasse les simples déclarations et la colère. Merci Anas. Elsa, tu nous as expliqué tout à l'heure comment ces enquêtes pour apologie du terrorisme étaient une attaque sans précédent à la liberté d'expression. Là, on le voit avec l'annulation de la conférence, une nouvelle attaque au droit à la liberté de réunion. Les libertés publiques, c'est vraiment le cœur de ton métier. Est-ce que tu as vu de pareilles attaques dans tout ton parcours et dans toute ta carrière d'avocate ? Je pense que oui et non. C'est-à-dire que à la fois, à mon avis, on est en train...
Je pense qu'on assiste à on assiste à une séquence en particulier depuis la rentrée où je pense qu'il y a une véritable... l'année dernière, Anas, il le disait, mais en fait, on a enchaîné une séquence où il y a eu une grève de raffineurs pour les salaires qui a mis le pays à l'arrêt, des manifestations ultramassives et ensuite des révoltes dans les quartiers contre en fait le meurtre. Il y a un policier qui est mis en examen pour le meurtre d'un jeune adolescent et on s'est retrouvé avec un gouvernement ultra à la défensive, attaqué sur tous les terrains, énormément de secteurs de la population qui se soulevaient, etc. Et je pense que la séquence à laquelle on assiste en particulier depuis septembre, c'est un contre-feu sur tous les terrains. On a entamé la rentrée avec l'interdiction des abayas à l'école. Donc ça a été une situation délirante où il y a eu tout un tas de jeunes femmes musulmanes à qui on a refusé l'entrée de leur école. D'ailleurs, en décrétant que, puisqu'elles étaient musulmanes ou assimilées, ce qu'elles portaient, c'était pas un kimono, c'était une abaya, qu'elles devaient rentrer chez elles et se rhabiller. On a assisté aussi, et je tiens à le rappeler, à des vagues de condamnations extrêmement importantes à l'encontre de jeunes, de mineurs. Et on voit ressurgir maintenant les débats qu'on avait après les révoltes pour Naël, de dire est-ce qu'il faut des comparutions immédiates pour les mineurs, est-ce qu'il faut réprimer les parents d'enfants de quartiers populaires parce que leurs gamins seraient indisciplinés, etc., avec des enfants et avec des très jeunes adultes qui sont aujourd'hui en prison pour des vols de canettes de Red Bull ou des recels de paquets de gruyère. Enfin, je veux dire, pour aussi des faits de cet ordre. Et je pense que l'offensive, elle est aussi à la mesure, dans le sens de ce que disait Anas, c'est pas juste un rouleau compresseur unilatéral, c'est-à-dire qu'elle est aussi à la mesure des capacités de notre camp social en mouvement. Et je pense qu'un élément qui est à pas négliger, on en discutait d'ailleurs la dernière fois que je suis venue ici, c'est les offensives qui se multiplient sur le droit de grève et en fait la proposition de loi discutée au Sénat qui vise à attaquer de manière extrêmement dure la grève dans les transports. Et pour moi, la clé de la situation, c'est comment on articule toutes ces questions. C'est pour ça que je dis qu'en fait les procédures qui se multiplient pour apologie du terrorisme, elles ne sont pas déconnectées de l'offensive sur le droit de grève, de la préparation des Jeux Olympiques. Ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Il faut comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'essayer de pousser les murs des prisons. Ils en discutent ouvertement de savoir comment ils vont réussir à faire rentrer tous les jeunes qui vont condamner, à dire qu'ils vont doubler les gardes à vue, qu'ils vont tripler les jeunes condamnés pour quoi ? Pour apologie du terrorisme ? Non, pas pour apologie, pardon, à l'approche des JO. D'accord. C'est-à-dire que toutes les opérations place nette, toutes les condamnations en fait qui sont en train d'exister partout dans le 93, mais pas que, pour préparer les Jeux Olympiques. Enfin, je veux dire, il y a des gens, les vendeurs à la sauvette de Saint-Denis, aujourd'hui, ils prennent des peines qu'ils n'auraient jamais pris il y a 2 ans, enfin, qui visent vraiment à préparer le terrain des Jeux Olympiques, qui sont des Jeux Olympiques qui interviennent dans un contexte d'une instabilité sociale forte, d'une raclée électorale, a priori, que la Macronie va prendre à l'occasion des européennes, et avec une énorme crise et un sentiment de détestation très, très, très important. Donc, eux, en fait, ce qu'il leur reste pour diriger ce pays, c'est évidemment la matraque, la répression, la police, et en même temps, ça a un coût politique. C'est ça qui est contradictoire, parce qu'un dernier mot sur on parlait de l'interdiction, mais on a interdit de manière quasi absolue les manifestations de solidarité avec la Palestine, en fait, au début du mois d'octobre. La manifestation de dimanche à venir, elle est également interdite. La manifestation du 21 avril. Du 21 avril contre l'islamophobie et le racisme, en partie avec un axe qui est celui un peu de la protection des enfants des quartiers populaires, etc. L'arrêté d'interdiction est délirant. Il a notamment 2 fondements. Le premier, c'est de dire que ça parle de crimes policiers et que comme le terme de crime policier est évoqué, ça risquerait de générer des tensions, des incitation à la haine des policiers. Voilà, c'est expliqué un peu de cette manière-là. Et la deuxième, c'est que ça dénonce le génocide à Gaza et encore une fois, que ça perturberait l'ordre public. Donc, je veux dire, pour moi, la situation, il faut aussi... je pense que d'un côté, oui, pour moi, c'est une offensive extrêmement grave et je suis d'accord avec l'interpellation que formule Anas, qu'il faut comprendre que, certes, peut-être que là, ils centrent leurs attaques, ils ciblent leurs coups sur les soutiens à la Palestine, mais demain, ce sera tout le monde. Je veux dire, on a vu la manière dont ils ont utilisé aussi les dissolutions d'associations. Ils ont commencé par le CCIF et en fait, ils étendent ça à absolument toutes les organisations du mouvement social, que ce soit des organisations antifascistes, des organisations de solidarité avec la Palestine, des organisations écologistes. Le Conseil d'État a mis un coup d'arrêt à certaines d'entre elles. Mais je veux dire, évidemment que si aujourd'hui, on peut condamner aussi massivement des syndicalistes à 1 an de prison avec sursis, il faut prendre la mesure de ce que c'est. C'est pas une petite peine, c'est très très lourd. 1 an de prison avec sursis, c'est évidemment des gens qui ont des... Enfin,
je me suis pas occupée du dossier, je le connais pas, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas dans ce type de situation, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des casiers vierges, etc. On prend pas 1 an de prison avec sursis, pour des propos si facilement. Pour moi, c'est des peines très lourdes. Donc je veux dire, il faut se rendre compte en potentiel ce que ça veut dire pour le reste. Voilà, pour un tract syndical. On va chercher le secrétaire, mais en fait, il faut se rendre compte de ce que ça ça peut vouloir dire pour l'ensemble du mouvement syndical, politique, associatif, quand on voudra faire grève pendant les Jeux Olympiques, par exemple. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il faut effectivement un front extrêmement large qui s'oppose à l'ensemble des offensives sécuritaires, liberticides, autoritaires auxquelles on assiste, qu'elles frappent le droit de grève des cheminots, qu'elles frappent la liberté d'expression ou qu'elles frappent le droit de manifester. Parce que vous, clairement, à Révolution Permanente, vous faites le lien entre la criminalisation des voix en soutien à la Palestine et la volonté du pouvoir d'envoyer un message répressif au mouvement ouvrier à un mois et demi des Jeux Olympiques. Il y a de ça, et puis il y a la volonté de corriger, en fait, de rendre les coups des 5 dernières années. Je veux dire, on est dans un pays dans lequel le Fouquet's a été brûlé. Enfin, moi, des fois, quand je vois cette séquence-là, j'ai des paillettes dans les yeux quand je repense à certaines autres séquences, et en même temps, je me dis, c'est incroyable comment les choses, elles peuvent basculer très vite lorsqu'on laisse l'espace. Je veux dire, moi, je me rappelle de scènes, le 1er décembre, je remonte l'avenue des Champs-Élysées à 8h du matin, il y a déjà des Porsche à moitié sur le dos, etc., avec des gens qui, pour beaucoup, c'était la première fois que les agriculteurs peuvent encore faire aujourd'hui. L'avenue des Champs-Élysées, je veux dire, il y a eu un niveau de radicalité qui, aujourd'hui, il ne faut pas nier que le gouvernement d'Emmanuel Macron, il veut régler le compte. Il y avait le quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, il faut que tout le monde passe à la caisse, parce que c'est une combinaison. On n'a pas le temps de l'évoquer là, parce qu'on parle autour de la question de la Palestine. Mais nous, en tant que militants politiques, on voit aussi comment, derrière la nécessité pour le gouvernement de commencer à attaquer sur l'austérité, etc., le chômage, ça prépare ça. Aujourd'hui, il faut savoir que le gouvernement, il doit faire rentrer plusieurs milliards d'euros. Pour l'instant, on dit qu'il s'attaque à ce qu'on qualifie de précariat, c'est-à-dire aux chômeurs, aux gens en ALD, les gens qui ont des difficultés. On voit comment le gouvernement, il hésite encore, il tâtonne à voir comment il peut attaquer de front et de face, le mouvement ouvrier. Parce que même si la réforme des retraites, elle est passée, on a tous parlé un peu de défaite à la Pyrrhus, de victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que ça lui a quand même coûté vachement d'opposition dans la rue. Mais aujourd'hui, c'est comme si je vous mets un coup de poing et que vous répondez pas. Qu'est-ce qui m'empêche de vous en mettre un deuxième? Et quand je vous en ai mis un deuxième, vous répondez toujours pas. Qu'est-ce qui m'empêche d'en mettre un troisième? Et je pense que c'est ça. Si je suis Emmanuel Macron et je suis Gérald Darmanin, mais je dis, mais ils sont fantastiques ces gens-là. J'annule leurs conférences et je les emmerde. J'annule leurs meetings et je les emmerde. Je les envoie en garde à vue et je les emmerde. Et il n'y a personne qui réagit. Alors qu'il y a un an en arrière, ils étaient tous dans la rue. Et je pense il y a une grosse répression policière. Est-ce qu'elle l'effraie pas, justement? La répression policière, bien sûr, elle effraie. Bien sûr, elle effraie. Mais je pense qu'on a les solutions pour pouvoir changer les choses. Et je pense qu'on est des responsables politiques, syndicaux, etc. Et on a cette responsabilité aussi, c'est de commencer à esquisser un plan de bataille, esquisser une stratégie pour sortir de ça. Sinon, c'est quoi en fait? Quel message on envoie aux gens? Ça y est, Marine Le Pen, elle est là en 2027, faites vos bagues. Qu'est-ce qu'on répond en fait? Oui, c'est comme ça, on peut annuler des meetings de Jean-Luc Mélenchon, habituez-vous. C'est ça le discours qu'on doit faire? Va falloir qu'on trouve des solutions. Moi c'est ça la deuxième mi-temps pour nous. Je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'on s'est laissé dans une situation un peu réactionnaire du départ, où on s'est dit, bon, comment on essaye d'intervenir, comment on essaye de réagir. Il y a eu des pressions terribles. Moi, j'étais venu ici, j'avais déjà témoigné mon soutien à Jean-Luc Mélenchon sur l'histoire de Rutel Krief, sur le fait qu'on l'accuse d'antisémite, etc. Enfin, je veux dire, c'est assez dingue quand même, dissoudre la France Insoumise. Ils veulent même dissoudre l'ONU. Ils ont fait un bandeau à BFM TV. Doit-on dissoudre l'ONU? Je veux dire, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ces gens-là, si nous ne leur fixons pas quelles sont leurs limites, et de leur expliquer que vous êtes la minorité.
N'oubliez jamais que vous êtes la minorité. Et je pense, c'est pour ça que vraiment, c'est pas un discours gauchiste ou je ne sais quoi. Je nie pas une seule seconde les difficultés, le poids des défaites. C'est pour ça que souvent, nous, on nous attaque à Révolution Permanente. On dit, vous êtes dur un peu sur les directions syndicales, la bureaucratie, etc. Quand même, il y a autre chose. Nos ennemis, c'est... Non, parce qu'on sait très bien que le poids des défaites derrière, il se paye 100 fois plus. Parce que quand les gens, ils ont perdu, ils sont dégoûtés, ils considèrent que la lutte, ça ne sert plus à rien du tout. Et donc moi, mon discours, c'est pas de dire aux gens, essaye d'apprendre l'anglais ou apprends l'espagnol pour aller vivre en Argentine, au Brésil ou à Dubaï. Mon objectif en tant que militant, c'est de dire aux gens, on a certes perdu, mais tirons les bilans pour voir comment on peut y arriver. Et je suis profondément convaincu que si demain dans ce pays, les cheminots, les raffineurs, l'énergie, les gaziers, les hospitaliers, les aides-soignants, etc. Il y a tellement de métiers, je veux dire, où si à un moment donné, on se disait, venez, on fait une journée immense ou 2 jours ou autre, je pense que ça va être totalement différent. Et bon courage derrière à Emmanuel Macron d'essayer d'interdire un meeting ou d'aller mettre des militants syndicaux en garde à vue. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de le faire et c'est pour ça qu'ils le font. Maintenant, c'est à nous de savoir comment on les arrête et on les empêche d'aller encore plus loin. On va devoir conclure. Merci, Elsa Marcel, Anas Kazib, merci beaucoup. Elsa Marcel, avocate, Anas Kazib, cheminot et syndicaliste à Sudrail. Vous êtes tous les deux militants à Révolution Permanente. Donc pour conclure, c'est un appel à la concertation que vous lancez ici ce soir aux médias à destination du NPA, de la France Insoumise et de Lutte Ouvrière. Les forces politiques, syndicales, associatives, les soulèvements de la terre, les Alternatiba et tous les autres. Enfin, on peut faire un bloc d'une force et d'une vigueur. L'appel est lancé pourvu qu'il soit entendu. Encore merci à vous deux. Nadia. On reste avec nous. On retrouve notre débat du jeudi, le fond de l'info, tout de suite après ce petit clip d'autopromo. La situation politique est inédite, urgente. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le Média. 2 directs par jour. Une situation de crise alimentaire sans précédent. Du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le Média est aujourd'hui la seule télévision résolument de gauche, engagée et indépendante des pouvoirs financiers et politiques. Le Média, c'est 25 travailleurs qui produisent de l'information au quotidien. Nous devons faire plus. Pour cela, nous devons nous développer. Développer la chaîne de télévision, développer nos programmes, notre présence sur le terrain, enquêter sur les puissants qui nous gouvernent, le tout en libre accès. Développer cette chaîne unique dans le paysage audiovisuel français implique de faire grandir nos équipes, d'investir dans du matériel. Sans ça, pas d'émissions, pas de reportages, pas d'enquête et le champ libre pour les grands médias. Macron, son monde et l'extrême droitisation des débats. Menez cette bataille avec nous. Abonnez-vous aux médias à partir de 5 € par mois. L'abonnement, c'est notre moyen de financement le plus pérenne, le plus solide. Être abonné, c'est faire vivre une chaîne TV d'information indépendante et engagée, accessible à toutes et tous en francophonie. Être abonné, c'est faire vivre le pluralisme et le débat dans le très petit monde de la TV. Offrez-vous une alternative TV. Abonnez-vous. Le Média. Reprenez goût à l'info. Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent et merci à vous qui continuez de regarder Toujours Debout, l'émission quasi quotidienne d'infos et de combat. C'est l'heure du fond de l'info avec Mathieu Slama, essayiste, auteur de Adieu la liberté, et Paul Hellec, tous 2 chroniqueurs politiques réguliers aux médias. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On commence le fond de l'info avec le sujet brûlant du jour, la conférence de la candidate aux élections européennes, Rima Hassan, et du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sur la Palestine à l'Université de Lille, prévue ce jeudi 18 avril, a été annulée. Organisée par l'association étudiante Libre Palestine, la conférence avait été autorisée la semaine dernière, conformément au Code de l'éducation, garantissant le cadre de la liberté d'information et d'expression. Explique l'université, les libertés publiques et fondamentales n'ont pas su résister aux menaces et pressions qui pèsent sur l'établissement depuis une semaine. L'université reconnaît à demi-mot avoir cédé aux pressions et dit les regretter, mais elle estime que les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sérénité des débats. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué de l'université
l'université de Lille qui, pour justifier sa décision, vise l'escalade militaire intervenue le 13 et 14 avril au Moyen-Orient, provoquant une montée préoccupante des tensions internationales au cours de ces derniers jours, des tensions qui se répercutent à l'échelle nationale et locale, tout comme à l'université, d'où sont venues ces pressions, des élus macronistes de la droite et de l'extrême droite qui ont réclamé depuis le début de la semaine l'annulation de la conférence après une interview de Jérôme Guedj dans le cadre de la matinale de Sud Radio. Un exemple, j'ai vu que dans quelques jours, il y a une conférence à l'université de Lille de Jean-Luc Mélenchon avec Rima Hassan, donc qui figure sur sa liste. Chacun a le droit de faire campagne électorale. Mais en bas à droite de cette affiche, en bas à droite de cette affiche pour ce meeting, il y a un petit logo où il y a écrit Palestine libre. Voilà. Et Palestine libre, il y a une carte. En réalité, une carte d'Israël avec écrit dessus Palestine libre. Donc, vous voyez, quand on a des gens qui continuent volonté de rayer Israël de la écoutez, carte. Moi, je suis pas parano, mais quand même, quand j'entends des gens qui expliquent que il faut la Palestine libre de la mer à la rivière, concrètement, ça veut dire quoi du devenir de l'État d'Israël? Toujours le 15 avril, en milieu de matinée cette fois-ci, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, a critiqué le logo de l'affiche. Nous ne pouvons tolérer dans une université française une telle conférence de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, de Rima Hassan, qui, à travers le logo Libre Palestine, nie l'existence de l'État d'Israël, même son de cloche chez une députée de Renaissance, et même son de cloche également du côté d'un député du Rassemblement national. La machine est enclenchée, elle a conduit à l'interdiction de la conférence à l'Université de Lille. Suite à cette déconvenue, la conférence a été déplacée cet après-midi dans la salle impériale de Lille, un lieu privé, mais la préfecture du Nord a décidé à son tour d'annuler l'événement. Messieurs, il a fallu recontextualiser tout ça. Mathieu, je sais que vous avez toujours trouvé critiquable la communication de la France insoumise sur l'attaque du 7 octobre et même après l'attaque du 7 octobre. Est-ce que vous la comprenez, vous la soutenez, cette annulation de la conférence ? Alors pas du tout, non, au contraire, je me suis même exprimé publiquement sur 2 plateaux contre cette interdiction. Alors je fais partie, moi, de ceux comme Jérôme Guedj qui ont été choqués par ce logo, en effet, qui est maladroit, ambigu et qui, pour moi, en plus ne reflète pas la position de LFI, puisque la position de LFI, c'est une position qui défend l'idée de 2 États. Et Rima Hassan, qui défendait avant l'idée d'un État, aujourd'hui s'est ralliée, elle-même l'a dit, à cette position de 2 États. Et moi, je n'ai pas de raison de ne pas la croire. Et donc, la position de LFI, en l'occurrence, est celle de 2 États. Donc, ça ne justifie encore moins cette interdiction. Mais moi, je dis une chose toute simple, c'est qu'au-delà des désaccords qu'on peut avoir avec LFI, l'annulation d'une conférence politique au sein d'une université en plus, dans laquelle les débats, l'importance des débats, l'importance de la liberté de réunion, de la liberté d'information, d'expression, etc. L'élaboration des savoirs. Et sacré, et vraiment sacré. Je veux dire, on parle vraiment de l'université, là. Donc c'est encore plus sacré au sein de l'université qu'une une conférence politique soit annulée avec autant de pression. Et vous l'avez rappelé, Nadia, le fait que l'université elle-même regrette quasiment, soit contrainte à annuler et disent qu'il y a eu des pressions, sans dire d'où quoi que ce soit, mais quand on parle de pression pour une conférence politique, c'est très grave. Donc, moi, je dis, du point de vue des libertés publiques, du point de vue de l'état de droit même, cette annulation de cette conférence au sein de l'université est grave. Et la deuxième annulation par le préfet est tout aussi grave parce qu'il s'agit d'annuler un meeting politique d'un des partis qui est en course dans les élections européennes. Donc quel précédent ça crée tout ça. Déjà, il y a l'idée que maintenant, il suffit de quelques pressions pour annuler une conférence. Surtout sur un sujet aussi important que celui de la cause palestinienne, c'est d'autant plus révoltant. Mais ensuite, donc, où sont les limites de cela ? Ça crée évidemment un précédent. Désormais, les politiques savent qu'en faisant pression sur les universités, ils peuvent potentiellement faire annuler des réunions. On l'a dit précédemment dans cette émission, c'est pas la première fois que des réunions, des conférences de LFI sont annulées. Ce qui pose donc cette question, pourquoi cet acharnement contre LFI ? Et peut-être rapidement, Mathieu, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur le logo Libre Palestine qui vous choque de la même façon que Jérôme Guedj au motif qu'elle nierait l'existence de l'État d'Israël. Il y a un autre logo sur le site de l'Union des étudiants juifs de France qui représente une carte d'Israël qui invisibilise complètement
complètement la Palestine. Et pour autant, cette union des étudiants juifs de France n'est absolument dans le viseur d'aucun média ni de politique. Il me semble que je suis allé regarder, donc en effet, j'ai vu cet argument, je suis allé regarder, et visiblement, l'UEJF parle de la région, de manière générale, dit un petit point sur la région, et avec cette carte. Si jamais, en effet, on considère que ça invisibilise les Palestiniens, je serai le premier à m'en émouvoir et à le dénoncer. Donc ça, soyez-en certains. Et la dernière chose que je voulais dire, juste, et vraiment un mot, c'est qu'en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et je le dis aussi par rapport à mes critiques que j'ai pu avoir vis-à-vis de la communication de LFI, je pense que LFI aussi, sa part de responsabilité là-dedans. Mais ce qui se passe, c'est très grave, c'est que, en fait, notre système politique, on est en train en fait de faire de LFI le nouveau Rassemblement national. On est en train de faire de LFI le nouvel épouvantail anti-républicain. On est en train de faire de LFI les nouveaux représentants du parti des infréquentables. Et à côté de ça, qui est laissé tranquille, qui caracole en tête des sondages, qui avance à bas bruit dans l'indifférence générale, le Rassemblement national, qui, lui, ne connaît aucune polémique, continue sa marche avec sa stratégie de dédiabolisation qui fonctionne, avec des résultats évidents. Et ce qui est en train de se passer, c'est très grave, parce qu'au fond, c'est un parti de gauche, que moi je critique régulièrement, mais un parti de gauche néanmoins, voilà, qui défend beaucoup d'idées aussi progressistes et qui me sont chères, qui devient l'équivalent aujourd'hui dans la scène politique du Rassemblement national de l'extrême droite. Et aujourd'hui, qui devient même, aux yeux de certains, plus condamnable et moins républicain que le Rassemblement national. Et ça doit alerter tous les démocrates, tous les républicains de ce pays, qu'ils soient de droite, de gauche, quoi que ce soit. Ce qui se passe, à mon sens, c'est quand même très, très significatif et assez grave au regard de cette montée inexorable du Rassemblement national qui se fait, je le redis, à bas bruit. Merci Mathieu. Paul Hellec, est-ce que tu estimes que la France insoumise a quelque part sa part de responsabilité dans tous les malheurs qui leur arrivent en ce moment, en premier lieu, les annulations répétées de leurs conférences? Donc, dans un premier temps, on décrit clairement des pressions organisées contre des institutions. On décrit très clairement un contexte politique dans lequel on a pour but et objectif de diaboliser le seul adversaire politique qui, à gauche, a un peu représenté une alternative au pouvoir. Et on voit ces conférences interdites, ces meetings également, à plusieurs reprises. Mais on les explique que c'est de la faute de la France insoumise et de la façon dont elle parle. C'est quand même assez choquant, parce que la France insoumise est responsable de ce qu'elle dit. C'est-à-dire que si la France insoumise ou un de ses responsables dit quelque chose qui est pénalement répréhensible, la loi peut s'en emparer. Et d'ailleurs, il y a des procédures judiciaires, puisqu'il y a des gens qui veulent absolument faire en sorte de saisir le moment, vous en avez très bien parlé tout à l'heure, pour pouvoir faire des croisades politiques sous le mot d'apologie de terrorisme. Une des lois scélérates et sécuritaires qui avait été avancée. Le débat était très bien... la démonstration a été faite dans la première partie. Et donc, pourquoi, encore une fois, c'est la France insoumise? Parce que la façon dont elle parle fait que c'est normal. Ben non, en fait, on peut aussi critiquer une position politique sans en avoir besoin de venir avec des faux procès ridicules. Effectivement, Jérôme Gage sait très bien ce qu'il fait lorsqu'il attaque ce logo. Parce que M. Jérôme Gage, par ailleurs, n'était pas très choqué quand Netanyahou, le Premier ministre d'un pays qui colonise actuellement la Palestine, est venu à l'ONU avec une carte montrant l'ensemble de la région comme étant l'État d'Israël, et ce qui est le projet politique qu'il mène actuellement à la tête de cet État, qui est en train, je rappelle, de massacrer 35 000 personnes. On a arrêté des milliers d'autres, et je passe sur les actes de torture. Donc là, je veux dire, est-ce que ces gens-là se sont levés? Non, pas du tout, parce qu'ils s'en foutent complètement. Le logo était l'excuse, parce que cette fois-ci, il fallait trouver une des raisons pour cette conférence spécifiquement. Parce que, des fois, il n'y a pas besoin de raison. La dernière fois, à Rennes, ils ont dit, il n'y a pas la possibilité d'assurer la sécurité de cette conférence. On n'a pas voulu saisir la préfecture, démerdez-vous, et c'est comme ça. Là, c'est de toute évidence, effectivement, je veux dire, encore une fois, il y a effectivement le logo de l'UEJF qui le recouvre, mais l'UEJF, qui est une organisation qui a organisé également une de ces journées d'été dans la colonie illégale de Kiryat Arba, une des principales colonies à côté de Hébron, qui est aussi le berceau de l'extrême droite israélienne. Mais ça, c'est pas un problème. Parce qu'encore une fois, ça n'était qu'un prétexte, cette question de logo. Et Jérôme Gage sait très bien ce qu'il fait. On le sait, en fait, il ne supporte pas dans la période qu'on remette en cause
l'État d'Israël qu'il a toujours soutenu comme un État progressiste et nécessaire, quoi qu'il advienne. Et je trouve ça dommage, parce que, bien entendu, qu'ensuite, il doit faire un rétropédalage en expliquant... J'ai jamais demandé l'annulation. Voilà, pourquoi? Mais parce qu'il a joué le jeu de la condamnation, des pressions, il a joué le jeu de « j'en profite pour pouvoir me faire LFI dans la période ». Et qu'est-ce qui se passe? Il a nourri le discours des censeurs qui, eux, savent très bien que dans la période, le pouvoir étant fragilisé, ils ont tout intérêt à essayer de pousser l'appareil d'État à devenir un instrument de répression, comme on l'a vu par l'interdiction de manifestation. On parle encore, par exemple, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, mais la manifestation donc, du 21 avril, là, qui est prévue dimanche, qui s'appelle « Racisme en France, protégeons nos enfants », et qui est contre le racisme et la discrimination. C'est quoi les motifs? On nous explique que du fait de l'appellation de génocide à Gaza, cela pourrait provoquer des débordements antisémites. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, on a systématiquement des autorités qui vont anticiper que les personnes qui s'organisent posent problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des personnes qu'ils ont désignées elles-mêmes comme des ennemis politiques de l'État. Donc là, on marche sur la tête et systématiquement dire c'est la faute de la France insoumise. Non, la France insoumise, elle est responsable de ce qu'elle dit. Si des gens veulent attaquer ses propos, ils peuvent. Mais non, elle n'est pas responsable de la répression politique qui se s'abat sur elle. Et encore une fois, c'est pas qu'elle, puisque c'est Révolution Permanente, puisque c'est l'ensemble des personnes de gauche, mais également des syndicalistes, des associations. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, moi, je suis choqué qu'il faille en arriver à 2 conférences annulées et à ce que ça provoque une polémique de ce point pour que, enfin, des personnes à gauche, j'ai vu certains écologistes, certains communistes et certains socialistes se dire « Ah, en fait, c'est vrai qu'il fallait pas jouer ce jeu de la censure. » Mais ils font ça depuis le départ. Quand ils ont joué l'Union nationale contre l'antisémitisme en manifestant avec l'extrême droite, si vous étiez pas avec eux, vous étiez vous étiez pas en odeur de sainteté parce que vous étiez les antisémites. Mais ils l'ont suggéré. Ils ont systématiquement joué le jeu de la fracture qu'a essayé de jouer le pouvoir à gauche, en disant je vais prendre les bons d'un côté, ça va être l'arc républicain, et les mauvais de l'autre. Et à chaque fois, comme ils sont en incapacité, toute cette petite gauche bourgeoise de s'y opposer, ils préfèrent dire non, le problème c'est la France insoumise. Donc comment ils parlent? Avec des gens comme ça, effectivement, la gauche ne va pas s'en sortir parce que ils permettent de donner le point à l'adversaire. Mais c'est pas grave. Dans la période, je pense que le dernier mot doit être donné à celui que disait toujours Anas Kazib. Il va falloir s'organiser. Moi, je l'ai déjà écrit là dans mon article dans Position Revue, un front vraiment sur les libertés démocratiques. Un front qui sera véritablement républicain. En tout cas, qui aura une autre vision de la République que machine à empêcher la liberté d'expression de ses opposants. Ce qui est quand même un contresens historique du mot République, mais qui est systématiquement utilisé comme tel par le pouvoir. On a évoqué 2 conférences de Jean-Luc Mélenchon annulées. Il y a eu aussi une réunion publique hier à Aix-Marseille, dans la faculté d'Aix-Marseille. C'est le député de la France Insoumise, Sébastien Delogu, qui devait intervenir. Et de la même façon, on lui a signifié que finalement, cette réunion était annulée sans véritablement avancer de motifs. Tu disais que que ce logo finalement de la Palestine était peut-être un prétexte pour empêcher les voix en soutien à la Palestine s'exprimer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté d'affaiblir la France insoumise en pleine campagne des élections européennes? Mathieu Sama. Comment dire? Je pense que la première inquiétude qu'on doit tous avoir, au-delà du cas de la France insoumise, qui en effet est traité comme un pestiféré aujourd'hui et de manière, je l'ai dit, tout à fait inquiétante, et j'y reviendrai, mais ce qui doit nous inquiéter, c'est la banalisation des atteintes aux libertés publiques, des atteintes à l'état de droit, qui se répètent en fait depuis des années. Je veux dire, c'est pas nouveau. Mais là, on atteint un degré. Vous en parlez dans votre livre. Et j'en ai parlé à l'époque. Et je pense qu'en fait, tout ça est en train de s'aggraver, de se cristalliser aujourd'hui, sous des motifs très différents, mais toujours avec l'idée qu'il faut prévenir. Donc, on va prévenir de potentielles dérives lors d'une manifestation. On va prévenir de potentielles dérives lors de telles réunions, lors de tels groupements militants ou que sais-je encore. Et donc, avant même que les gens aient commis des délits, avant même que des gens aient pu prononcer une quelconque phrase qui soit délictuelle ou quoi que ce soit, on interdit. Bon, ça, c'est le contraire d'un état de droit, c'est le contraire même de la République. La République française, c'est quand même la liberté et la norme et l'interdiction, l'exception. Bien là, on est en train doucement, alors évidemment, c'est par petites touches, quoi que ce soit, mais de passer à un régime où finalement, on peut interdire l'exercice de certaines libertés fondamentales sous le motif qu'il y aurait un risque à. Par exemple, j'ai regardé donc, cet article de Libération
sur une future, en avril, le 21 avril, cette manifestation antiraciste qui est interdite sur exactement ce socle-là, c'est-à-dire la possibilité qu'il y ait des propos racistes ou antisémites, la possibilité qu'il y ait des débordements, etc. Alors qu'on a bien vu que les manifestations en soutien à la Palestine se sont bien passées. Et c'était exactement les mêmes raisonnements lors des interdictions généralisées à l'époque, après le 7 octobre, des manifestations en soutien à la Palestine, que moi, c'est des interdictions que j'avais condamnées très fermement, parce que je considérais que c'était des interdictions attentatoires vraiment à l'état de droit. Maintenant, en effet, il y a aujourd'hui un glissement qui fait de la France insoumise le diable absolu dans notre système politique. J'ai dit que la LFI avait sa part de responsabilité. Je n'ai pas dit que LFI était responsable. Attention. J'ai bien répété, j'ai bien restitué sa votre part de propos assez responsabilité, fidèlement. par en effet une stratégie, par une stratégie. Encore une fois, non, mais part de responsabilité dans quoi? Dans le fait une stratégie qu'on lui interdise le droit à ces dans une stratégie, quelle est sa part de responsabilité? je vais le dire, tout simplement. Quand une députée de la France Insoumise, qui est par ailleurs très respectable et qui mène des combats qui sont formidables, dit sur une radio que le Hamas est un mouvement de résistance. C'est la position du droit international. Oui, mais ça, pour moi, à mon sens, moralement, éthiquement, ça n'est pas entendable. Et ça, évidemment, ça nourrit tout ce qui peut être de nature à diaboliser la France insoumise. Vous l'avez rappelé, on est dans un état de droit. Le droit est la boussole. Je parle de tout ce qui peut nourrir la diabolisation de LFI. Jean-Luc Mélenchon a eu aussi des propos qui, pour moi, sont tout à fait excessifs et sont, pareil, de nature à nourrir ça. Mais encore une fois, je suis tout à fait d'accord sur un point, c'est qu'il y a une stratégie globale, notamment de la Macronie, et que l'extrême droite alimente en permanence, qui est de faire en effet de la France insoumise le diable absolu. Ça arrange tout le monde, ça arrange évidemment les macronistes, ça arrange l'extrême droite, puisqu'évidemment eux deviennent le parti républicain, et certains même défendent l'idée que le RN non seulement est devenu un parti républicain, mais on a entendu aussi de dire que finalement le RN maintenant était un parti qui luttait contre l'antisémitisme. Et moi ça me fend le cœur, et ça fait partie de cette stratégie. Je finirai juste sur un point. Il y a quelques jours, à Bruxelles, il y a eu une interdiction d'une conférence dans laquelle devaient participer Éric Zemmour et Nigel Farage, deux représentants de l'extrême droite la plus radicale, la plus xénophobe. Voilà. Eh bien, en France, nous, on interdit un parti de gauche. Voilà. Et je trouve que ce parallèle est intéressant parce qu'on voit finalement qu'en Belgique, il y a encore un sens politique qui accepte le fait que c'est l'extrême droite le danger, et que les interdictions, notamment au sein des universités ou de conférences, etc., c'est l'extrême droite parce que c'est l'extrême droite qui n'est pas respectable. Voilà. Et en France, je le redis, on fait d'un parti de gauche, aussi critiquable soit-il, on en fait un parti extrémiste et un parti qui devient en fait le nouveau Rassemblement national. Et ça, en effet, c'est extrêmement dangereux, surtout dans une période où les atteintes aux libertés publiques sont de plus en plus grandes et donc la contestation est de plus en plus nécessaire. Et si on commence à faire de toute contestation des formes d'extrémisme, de radicalité, et qu'on se met à interdire tout et n'importe quoi, en effet, oui, notre système démocratique s'affaiblit énormément. Donc moi c'est ça qui m'inquiète, et je ne mets pas du tout sur la faute de la France insoumise. Seulement, j'essaye d'avoir un regard dépassionné, extérieur à tout ça, et je dis, voilà, il faut que la France insoumise fasse attention, parce que ce qui me désole, moi, c'est que Jean-Luc Mélenchon, en 2022, a fait un travail formidable, a mené une campagne magnifique. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'attaque. A mené une campagne magnifique, a réussi à réunir tous les principaux mouvements de gauche au sein de la NUPES. Il y avait pour la gauche, à ce moment-là, une magnifique opportunité. C'était un moment extrêmement important. Et je ne comprends plus, je le dis, comme je le dis ailleurs, mais je ne comprends plus la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Je n'arrive pas à comprendre cette stratégie du PS qui vise à diaboliser Jean-Luc Mélenchon. Je ne comprends plus cette stratégie, et moi, je suis le premier à m'en désoler, parce qu'en 2022, et avec la création de la NUPES, il y avait un formidable espoir. Voilà. Mais ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression que la stratégie de l'outrance serait une stratégie
en soi, quoi. Que le but, c'est de dire de l'outrance parce que l'outrance rapporterait quelque chose. Personne ne veut croire et ne veut prendre au sérieux le fait qu'il y ait des gens qui ont des convictions et qui les expriment et qui effectivement assument le conflit en politique. Le conflit, c'est le centre de la politique, c'est l'expression la plus réaliste de ces expressions au sens où les rapports politiques sont des rapports violents, des rapports d'intérêt, parce qu'on n'est pas dans une société où l'égalité règne, la liberté nous berce tous les soirs. Ça n'est pas ça la réalité. La réalité, on vient de le dire, c'est que l'État est instrumentalisé par une minorité sociale, la bourgeoisie, qui ensuite règle ses comptes et vient nous expliquer ce qui est acceptable ou non de dire. Bon, et cette idée de dire oui, mais ils sont responsables parce que s'ils disent quelque chose d'outrancier, c'est normal que les gens ensuite viennent s'attaquer et les empêcher de parler. Mais quel est ce raisonnement? C'est quand même fou. Effectivement, une partie de la gauche. Zemmour et Le Pen ne sont pas outranciers. Non, mais non, parce que c'est beaucoup plus élégant quand ils parlent. En plus, enfin voilà, c'est d'une hypocrisie totale, mais en dehors de ça, qu'est-ce qui se passe là? On parle effectivement du premier parti d'opposition de gauche, mais du fait que ils doivent non seulement se trouver attaqués par le pouvoir, mais en plus, ils doivent s'entendre dire, de la part d'une certaine gauche, le Parti socialiste, etc., qu'ils sont trop, agressifs, en fait, que leurs propos sont trop outranciers, parce que qu'est-ce qui se... ou alors l'autocritique. Ou alors peut-être que je peux penser que les gens... Tout parti doit accepter peut-être que le l'autocritique, Parti socialiste et les Verts ont... On fait exactement le choix d'une stratégie inverse en disant, dans la période, on est incapable d'assumer un niveau de conflictualité parce qu'on a peur, parce qu'on n'avait pas les moyens ou qu'on n'a pas les convictions. Et donc, systématiquement, je vais me mettre du côté du pouvoir lorsqu'il va y avoir un procès politique. Dès qu'il va y avoir du macartisme, il va falloir se dédouaner de la cible. Et alors, un jour, la cible, ça sera les militants insoumis. La fois d'après, c'est les militants éco-terroristes des soulèvements de la terre, etc. Et en fonction de ça, ils vont loyer et ils vont essayer de faire rendre gorge à la France insoumise la radicalité qu'eux-mêmes n'assument pas. Eux-mêmes sont incapables d'assumer. C'est ça qui s'est passé. Quand ils ont eu des postes après l'accord, ils étaient très contents. Ils ont signé un programme bien plus radical que toutes leurs propositions, malgré leur score minable. Et ensuite, ils ont dit, c'est bon, on a récupéré des postes. Maintenant, on fait ce qu'on veut. Et on s'en fout de l'accord et on s'en fout de l'unité parce que de toute manière, on fera payer à la France insoumise. On dira et on fera avec le pouvoir le même jeu de perroquet en disant, c'est parce qu'ils sont trop extrémistes. Regardez, nous, on est aussi de gauche, mais ça va, on parle un peu mieux, etc. Et dès que la France insoumise va avoir des attaques en face, on dira, ils l'ont bien cherché quand même, parce qu'ils sont agressifs, parce que vous comprenez, ce qu'ils demandent est trop radical. Ces gens-là passent leur temps à essayer de fermer la fenêtre d'Overton à gauche. C'est ça le bilan de cette gauche. Donc effectivement, en tout cas, c'est un énorme gâchis. Voilà, c'est un énorme gâchis parce que la gauche mais pourquoi c'est toujours que la gauche fait des scores minables aux élections européennes. De toute manière, quoi qu'on en pense, c'est un immense gâchis. Alors qu'il y avait tellement d'espoir, alors qu'il y avait tellement d'espoir, c'est peut-être la faute de tout le monde. C'est pas la faute que de quelques-uns. Moi, je dis c'est la faute de tout le monde. Moi, je dis c'est la faute de tout le monde. Ils ont refusé. C'est la faute de tout le monde et c'est un énorme gâchis. Voilà, c'est tout. Oui, c'est facile, c'est la faute de tout le monde. Deuxième argument, je voulais dire, c'est quand est-ce qu'on va continuer, quand est-ce qu'il y a un arrêt à ce truc de, on est dans un truc qui commence à basculer. Mais je veux dire, moi, je supporte plus ce discours. Ça s'effondre à un moment donné. Non, mais surtout, je veux dire, c'est pas simplement là maintenant, c'est la Palestine, mais je veux dire, ça a été ceux qui faisaient grève, mais pas au bon moment, les raffineurs et qui, soi-disant, prennent en otage ça, l'outrance qu'on relève même plus sur les plateaux de télé. C'était les islamo-gauchistes, ce sont les éco-terroristes, toutes les personnes qui finissent par rentrer en résistance d'une manière ou d'une autre avec le système politique actuel et son pouvoir, à savoir la Macronie, sont désignés comme des ennemis. Et à chaque fois, les libertés sont violées. Je ne parle même pas des violences policières massives qui ont, encore une fois, mutilé des gens dans ce pays et blessé à des niveaux numériques qu'on n'a pas vus depuis des dizaines d'années. Et quand est-ce qu'on commence à comprendre que, on est déjà dans un régime semi-autoritaire à minima parce que interdiction, criminalisation des opposants, utilisation de la violence d'État et violation systématique. Encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, la France est régulièrement condamnée également pour ces violations de liberté, que ça soit la liberté religieuse, que ça soit la liberté des prisonniers, que ça soit toutes sortes de sujets, ça craque de partout. Et la question pour nous, c'est de ne pas tomber dans ce piège de oui, mais il faut arrêter d'être dans l'outrance parce que sinon vous allez bien chercher la répression. Non, c'est organiser les conditions d'un front large en disant on n'est pas dupe du jeu que joue le pouvoir. Et effectivement, ça doit aussi être un front qui doit réfléchir à quel est le périmètre.
Et peut-être qu'une partie de la gauche qui, systématiquement, dès que le pouvoir essaye de taper sur l'opposition de gauche, est plutôt main dans la main avec le pouvoir qu'avec la gauche radicale et un peu de combat, n'a peut-être pas sa place dans un front pour les libertés démocratiques qu'elles ne savent pas défendre. Mathieu Slama, vous commenciez à répondre à cette question tout à l'heure. À qui profite cet acharnement contre la France insoumise à 1 mois et demi des élections européennes? Oui, au Parti socialiste, à Glucksmann? Non, à Jordan Bardella, au Rassemblement national, qui va peut-être atteindre plus de 30%. On évoque des sondages à 33%. Donc on serait dans un séisme politique incroyable. Voilà. C'est là où on voit que les efforts du Parti socialiste contre la France insoumise ont été vraiment utiles pour tout le monde. Il faut les remercier. La diabolisation d'une partie de la gauche c'est faite en parallèle avec la dédiabolisation de l'extrême droite et avec la droitisation de l'ensemble de l'échiquier politique et avec, on y reviendra, mais un gouvernement qui défend les idées les plus réactionnaires de ces 30 dernières années, voire peut-être plus. Donc voilà. Après Raphaël Glucksmann, lui évidemment qui profite de cette situation. On rappelle que Jérôme Gage est quand même élu du Parti socialiste, donc ça profite forcément aussi. Bien sûr, mais Raphaël Glucksmann, lui, il profite de la situation, il profite d'une part de la droitisation et le mot est faible d'Emmanuel Macron, qui ouvre un espace sur le centrisme de gauche extrêmement mou, gauche, je dis gauche, voilà. Glucksmann profite de ça. Glucksmann profite également je le redis, de peut-être une défiance plus grande vis-à-vis de LFI et des gens qui sont d'une gauche peut-être pas radicale, en effet, mais d'une gauche qui est quand même plus de gauche que, on va dire, le centre-gauche, mais qui se retrouvent plus dans LFI à cause de certaines outrances. Je dis pas que c'est un bloc très très important, mais ça fait quand même des gens. Et donc, évidemment, Raphaël Glucksmann profite de ça. Alors, la question, c'est est-ce que c'est juste pour ces européennes? Parce qu'évidemment, lui défend des idées qui sont plutôt porteuses dans le cadre d'élections européennes. Mais toujours est-il que lui est stratège et bénéficie de tout ça. Et alors, ce qu'il ne faudrait pas, et je finis là-dessus, mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ça accouche d'une gauche Hollande, valse, social-démocrate, qui est en fait une gauche néolibérale. Et ça, ce serait une catastrophe. Mais que voulez-vous qu'il arrive d'autre, voilà. Puisque Raphaël Glucksmann en est l'incarnation parfaite et qu'il est d'ailleurs vu comme tel par justement les hollandistes, par les anciens éléphants. Et faisons en sorte que juste moi je veux dire un truc. Moi je suis même pas sûr qu'il en profite. Très rapidement parce que voilà, on va redonner la parole à nos journalistes. Moi je suis même pas sûr qu'il en profite. En vérité, si on regarde, il y a un bloc de cette gauche-là aux européennes qui est surmobilisé. Et si on regarde ce que faisaient les écolos plus le PS la dernière fois, ils sortent pas de ce bloc. Par contre, c'est pour ça que je dis, ils essayent de profiter de l'instant. Ils essayent d'abattre la France insoumise parce que c'est plus simple. Sauf que ça va nous coûter cher et ça va coûter à toute la gauche. Parce qu'ils jouent les pompiers pyromanes et ils donnent le point à l'adversaire. C'est pour ça qu'ils ne sont pas une gauche fiable. Ils sont systématiquement avec la Macronie contre la France insoumise. Mais il faut aller sur le duplex. Voilà, on va revenir sur ce plateau. On continuera la discussion. Nicolas Maillard et Julie Despiaux sont en ce moment à Lille. Ils suivent le rassemblement en soutien à la France insoumise qui a vu sa conférence annulée à l'Université de Lille, puis dans ce lieu privé. Julie, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour Nadia. Bonjour Julie. Alors, on est à nouveau en direct avec un collectif de la France insoumise qui ont écouté le discours de Jean-Luc Mélenchon comme nous ce soir. Donc, peut-être un premier mot, qu'est-ce que vous avez pensé de cette intervention de Jean-Luc Mélenchon? Qui veut commencer? Il est génial et il continue à être génial. Il dit ce qu'il pense et on accepte ou on n'accepte pas. Voilà. Alors, c'est vrai que à force d'essuyer des coups, il le dit peut-être pour certains avec violence, mais nous, on aime ça parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Voilà. Et il a raison. Donc, on est là et on sera toujours là pour le soutenir. Et on est très étonnés de voir que finalement, on était quand même très nombreux, compte tenu du fait que quand même cette conférence a été déplacée 2 fois. Donc, on pourrait presque multiplier par 3 les gens qui étaient là aujourd'hui. Donc, c'est une belle réussite. On est content d'être là. Mais c'est dangereux. Ce qui se passe ce soir est dangereux. Dangereux pour la démocratie, dangereux pour les libertés. Il faudrait peut-être qu'à un moment donné, on ouvre vraiment les yeux et qu'on s'inquiète. On s'inquiète du devenir de notre pays. Donc on vient d'entendre... C'est peut-être parce que ça a été interdit que certaines personnes sont là. C'est-à-dire que ceux qui sont venus, pour certains, c'est mon cas par exemple, j'ai des problèmes de dos, mais je suis venue quand même justement pour prouver qu'on a encore le droit de s'exprimer en France. Et ça faisait chaud au cœur aussi de voir des communistes, de voir des gens d'autres partis qui étaient là aussi, la convergence d'élus, avec des sympathisants qui sont pas forcément des adhérents ou des militants très actifs de la France insoumise, mais
qui se sont mobilisés aujourd'hui. Voilà, ça fait chaud au cœur. En tout cas, moi, je suis très motivé parce que je suis beaucoup le parti avec tout ce qu'ils disent sur la réalité des choses. C'est pas uniquement, c'est un homme qui ose dire les choses telles qu'elles sont. On est en France, quand même, on est dans une république et il faut pas qu'on perde la liberté d'expression. Et si je suis là, et surtout pour la censure de ce qu'il voulait dire à la fac et tout ça devant tout le monde. Et ici pour mes enfants aussi, parce que moi je suis un peu âgé, mais si je suis là, c'est pour mes enfants de demain. Alors merci Julie. On vient d'entendre donc les réactions de militants qui sont venus apporter leur soutien à Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon qui ont été interdits de conférences à l'Université de Lille et dans ce lieu privé. On a pu, grâce à vous, récupérer donc un extrait du discours de Jean-Luc Mélenchon que je vous propose d'écouter. C'est précisément parce qu'elle n'a pas été établie et que ce n'est pas des jeunes étudiants d'une faculté d'aller décider où s'arrête Israël et où commence l'État de Palestine. Autrement dit, ce n'est pas nous, ce n'est pas eux qui sont coupables du diable. Si je m'étais soucié d'aller regarder à quoi ressemblait le sigle de cette association, ni Rima ni moi on y a pensé. Mais s'il y a un problème, il y a un problème avec le dénonciateur qui a, étant lui-même cultivé, étant passé à l'université, ayant même été à l'ENA, capable de comprendre pourquoi, quand des frontières ne sont pas établies parce qu'elles sont disputées, précisément notre rôle est de ne pas les fixer à la place des belligérants qui un jour devront s'accorder pour qu'il y ait un État palestinien et un État israélien dans des frontières sûres et reconnues. Bon, pour Jean-Luc Mélenchon, le responsable, c'est clairement Jérôme Guedj qui est, on va dire, à l'initiative de l'annulation de cette conférence. Paul Hellec. Je veux dire, le responsable, je ne sais pas. Non, moi j'ai dit que c'est un jeu collectif. C'est des pressions qui sont systématiques. D'abord des gens qui annoncent qu'ils vont venir manifester, mais ils ne font pas dans le but seulement de manifester. Il y a eu des conférences où les gens ont manifesté, y compris dans la salle. Je peux penser à la conférence qui a été donnée par l'Institut La Boétie entre Jean-Luc Mélenchon et Clémence Guettet à Créteil, où des gens sont venus interrompre le discours avec une pancarte pour insulter la France insoumise. Et finalement, après l'événement, tout s'est très bien passé. Là, on est dans un jeu collectif au sens où il y a eu des pressions d'organisation pour mettre la question au niveau préfectoral, qu'ensuite il y a l'université qui a été sous pression. Enfin bref, ça s'est joué à plusieurs niveaux et effectivement, ça n'est pas, on n'est pas aidé. Pourquoi en fait, c'est insupportable de la part de Guedj parce que non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parfaitement hypocrite et il le sait très bien, mais en plus de ça, c'est parce que contrairement aux autres pour lesquels on s'attend en fait que la République en marche, que l'extrême droite se propose comme censeur en permanence. Ils ne fonctionnent que comme ça, on l'a vu dans leur pratique du pouvoir. Mais quand ça vient de la part de quelqu'un qui, soi-disant, est de gauche, ce qui reste encore à prouver dans le cadre de Jérôme Guedj, c'est qu'il vient donner le point à l'adversaire. Et donc l'adversaire peut dire, mais vous voyez qu'on n'est pas des fous furieux, des réactionnaires qui voulont tout interdire. Je veux dire, ça vient de la part de quelqu'un qui est de gauche, qui a compris aussi que c'était pas scandaleux ce que fait la France insoumise. Et on en revient au même point, c'est la façon dont France insoumise agit et la source de pourquoi en fait elle subit une répression politique. Et c'est ça qui est détestable dans le discours. Encore une fois, Jérôme Guedj, c'est quelqu'un qui fait de la politique, donc il a vu un moyen de taper sur la France insoumise, il l'a saisi. Le Parti socialiste le fait systématiquement et les Verts également sur ces questions internationales dès qu'ils sont dans une campagne et que ça marche pas. On l'a vu, les Verts au dernier débat entre les candidats commencer à attaquer la France insoumise, en l'occurrence la Manon Aubry sur l'Ukraine parce que c'est le moyen de dire vous voyez c'est les pro-Poutine, et puis là ça c'est une manière de dire vous êtes des islamistes, genre antisémites, peu importe le mot, les mots changent, mais les accusations restent les mêmes. Il faut mettre en suspicion généralisée la France insoumise d'être ce que je sais pas comment Mathieu disait tout à l'heure, mais d'être un pestiféré ou comme ça. Et
C'est dégueulasse. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas juste passer à autre chose sérieuse? S'il y a des débats à avoir, on peut aussi avoir des débats politiques en tribune. J'ai vu que M. Gage était prêt à aller parler, même quand il est hué par un public. Moi, je pense que s'il débat avec la France Insoumise, il ne sera pas hué comme il l'a été la dernière fois, pour avoir simplement dit il faut permettre à des populations civiles de vivre normalement et de ne pas être tuées par des bombes. Donc, moi, je suis pour le débat et je trouve que c'est une attaque ignoble. Voilà, juste. Enfin, c'est tout. Mathieu aussi, vous êtes pour le débat et vous êtes aussi pour une concertation, une union entre toutes les forces de gauche. J'imagine que vous rejoignez ce que disait tout à l'heure peut-être Elsa Marcel et Anas Kazib. L'heure est grave, il faut pouvoir se retrouver autour d'une table et discuter d'une contre-attaque. Voilà, moi je regrette en une phrase, je regrette que la gauche se déchire de cette manière. Je regrette que on caricature un peu les propos de Gage. Bon, moi, je partage pas toutes ces idées, mais moi, j'ai été aussi choqué par ce logo. Donc, je peux comprendre qu'il l'était. Il n'a pas demandé la censure ou l'interdiction. Il faut au moins lui reconnaître cela. Et moi, je dis une dernière chose, c'est que, voilà, on passe du temps autour de ça, et puis on parle pas de il y a la campagne des européennes. On n'en parle pas. On parle pas des sujets européens. C'est quand même ça devrait être de ça dont on devrait parler, y compris d'ailleurs. Le fait ici aux médias, y compris, oui, évidemment qu'on le fait ici. Mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, voilà, surtout pour LFI qui se retrouve empêtré dans toutes ces polémiques, souvent à son corps défendant, et puis je le redis, voilà, des fois entretient un peu ça, mais se retrouve dans des polémiques comme ça. Donc évidemment, on entend beaucoup moins les positions de LFI sur l'Europe, dont certaines sont extrêmement intéressantes. On n'a pas vraiment de débat sur ces élections européennes, et donc au final, on a une campagne confisquée par toutes ces polémiques. Est-ce qu'on l'empêche pas de faire campagne Voilà, peut-être. En tout cas, on a une campagne confisquée en partie, en tout cas par toutes ces polémiques, et je leur dis, voilà, le RN, pendant ce temps, dit les pires horreurs. J'entendais encore Jordan Bardella dire qu'il faut réserver les HLM aux Français, donc les étrangers dehors. Donc c'est une position épouvantable, xénophobe, et à mon sens d'ailleurs illégale au regard de l'état de droit et de nos règles fondamentales. Bon, le RN, voilà, comment dire, déploie toutes ces idées absolument épouvantables, autoritaires, sécuritaires, xénophobes et que sais-je encore, dans l'indifférence générale, avec un certain soutien d'ailleurs d'une certaine gauche droite. Et d'une certaine gauche. Bon, ça, on l'a entendu même sur ce plateau du média, une voix de gauche dire qu'elle regrettait l'annulation de la conférence de Jean-Luc Mélenchon, comme l'annellation de la conférence d'Éric Zemmour en Belgique. Ça, c'est une Je ne vais pas donner son nom, ceux qui nous regardent savent de qui il s'agit. D'accord, ça c'est une position qui est absolument défendable. Et donc, voilà, finalement, je redis ce que je disais avant. Le grand gagnant de tout ça, c'est le Rassemblement national, qui fera peut-être 33-34%, ce qui serait une catastrophe démocratique. Moi, je suis d'accord que ce serait une catastrophe, mais je pense qu'effectivement, objectivement, les socialistes et les Verts s'en foutent complètement du Rassemblement national. Ils savent très bien qu'eux-mêmes ne sont pas un rempart face à lui. Ils n'existent pas, encore une fois. Les Verts sont, dans une crise permanente, à savoir, ils ne savent pas choisir leur rapport à la gauche. Gauche radicale, social-démocratie. Ils ont fait régulièrement le choix de la social-démocratie. C'était le cas avec Jadot la dernière fois dans leur primaire, et ça leur a rien donné. Les socialistes ont, payé un prix extrêmement cher, le prix politique de leur quinquennat catastrophique. Et donc, ces deux personnes, en tant qu'entité politique, n'ont absolument rien à faire d'un parti qu'ils ne peuvent pas, ils ne jouent pas à armes égales. Donc, leur intérêt, c'est quoi? C'est de saboter la seule force à gauche qui peut être potentiellement un adversaire conséquent du Rassemblement national pour essayer de récupérer sa place. Et c'est ce qu'ils font depuis la fin de la NUPES, une fois qu'ils ont récupéré leurs élus. Et c'est ça qui est le plus triste. Mais bon, la politique, c'est du moyen terme, c'est du long terme, c'est des stratégies. Et derrière l'espèce de mascarade, de petites polémiques un peu nulles, je pense qu'on verra les résultats plus tard, sur ce que ça donnera vraiment. Merci beaucoup, messieurs. Paul Hellec, Mathieu Slama, vous l'avez compris, nous ne pourrons pas discuter du deuxième sujet de ce Fond de l'Info. Il est déjà 20h05. Ça sera reprogrammé, je pense, dès lundi. Il s'agit donc de la prise de parole de Gabriel Attal depuis le parvis l'hôtel de ville de Viry-Châtillon dans l'Essonne, où le jeune Shemseddine est mort sous les coups d'un groupe de jeunes près de son collège. Emmanuel Macron a demandé au Premier ministre de lancer une concertation pour trouver des solutions au surgissement de l'ultra-violence, en particulier parmi les plus jeunes. Bon, j'avais fait un petit résumé des grandes lignes de son plan d'action contre les violences des mineurs, répression des jeunes, criminalisation des parents défaillants et déresponsabilisation de l'État. Mais encore une fois de plus, le discours fera l'objet d'un nouveau débat ce lundi
en principe. Merci encore à vous, messieurs, et merci à vous qui nous regardez sur YouTube ou sur YouTube en direct. Sur le canal 350 de la Freebox. Tour debout, c'est fini, mais nos programmes se poursuivent ici même. Le média tient à remercier et à exprimer sa plus profonde reconnaissance envers les donatrices et donateurs de la campagne Kiss Kiss Bank Bank de septembre dernier. Les dons s'affichent dans le bandeau en bas de votre écran. Et sans qui les programmes que vous appréciez n'existeraient tout simplement pas. Vous le savez, nos programmes ne sont financés que par vous et ces programmes, ils vous plaisent. Alors, si vous voulez que le média continue de traiter de l'actualité comme il le fait, offrez-vous à partir de 5 € par mois un véritable média libre et indépendant, un média des luttes à la télévision. Être à la télé, c'est bien, y rester, c'est mieux. Il n'y a que de cette manière que nous pourrons développer la chaîne, renforcer nos équipes et notre grille de programmes. On compte sur votre soutien. Très belle soirée sur le média.